Bon, très bien. Bonjour à tous et bonjour chacun. Donc, le redoutable honneur pour moi de commencer cette conférence sur ce thème de la détection, avec un document que j'ai intitulé « Histoire et actualité d'un concept ». Il s'agit pour moi de remettre à l'honneur un certain nombre de choses qui ont été tentées par le passé et de voir leur validité à ces concepts dans une époque qui est aujourd'hui plus moderne, et voir ce que l'on peut entendre aujourd'hui vraiment par la détection et ce que l'on peut faire et sur quoi on peut miser. Le premier mot qui m'est venu, qui me vient quand j'entends parler de détection, parce que sans doute j'ai connu aussi, ou en tout cas j'ai pu tirer les leçons du passé, des années 50 ou 60, et de ce que les anciens avaient tenté, c'est le mot scepticisme. Avec cette idée que s'il y avait une solution connue, partageable pour tous les sports et partageable en toute situation, eh bien on le saurait. Or en fait, depuis des années, toutes les grandes écoles se sont un peu cassées la tête sur cette idée d'être capable d'identifier une unique façon de fonctionner. Et comme le disait un de mes collègues tout à l'heure avec qui je discutais, au fond, il n'y a que des chemins atypiques, et c'est bien ça l'une des difficultés. Vous verrez néanmoins que à travers ces chemins atypiques, notre recherche consistera à essayer de trouver quand même des éléments reconnaissables, repérables, qui seraient partagés entre les différents champions. Alors historiquement, pourquoi je parle de scepticisme? C'est parce que historiquement, ce qui a intéressé beaucoup les premiers détecteurs, c'était ce qu'on a appelé le don ou le talent, quelque chose qui serait relié à l'inné, avec cette idée qu'on pourrait le détecter de façon relativement précoce chez des jeunes, souvent prépubères. Alors que, comme nous le verrons après, et dans beaucoup de sports, certains sports sont à maturité tardive, et comme l'expriment beaucoup d'entraîneurs, il y a eu quand même un certain gâchis et pas mal de déceptions. En tout cas, les premières conceptions qui ont été mises en place pour détecter donc ce qu'on pourrait appeler les talents, elles ont été basées sur les résultats. C'était finalement de la sélection sportive. Donc on va reprendre notre catégorie de jeunes. Donc chez des jeunes, on va dire entre 12 et 15 ans, pour parler de la majorité des sports. On essayait de repérer ceux qui avaient les meilleurs résultats, qui obtenaient les meilleures performances. Et à partir de là, on imaginait que s'ils avaient des bons résultats dans les catégories jeunes, ils seraient capables de devenir les champions de demain. Comme nous le verrons tout à l'heure, eh bien, dans un sport, par exemple, sur lequel il y a eu des études statistiques, vous verrez, les résultats sont assez édifiants et montrent la déception énorme qu'il y a pu y avoir sur ce type de regard. Ensuite, on a essayé de se centrer sur d'autres éléments, et ces autres éléments, c'était de dire que, alors c'était une conception du sport aussi, beaucoup de sports étaient marqués par l'énergétique, l'anthropométrique, et il y avait souvent cette représentation que le champion, c'était le gars qui avait une physiologie extraordinaire et puis qui avait un corps bardé de muscles, etc. Et on a eu des détections qui ont été basées sur le physique. Donc avec cette idée que c'était le constitutionnel qui faisait d'un homme un champion, sans regarder d'ailleurs tous les éléments d'apprentissage technique qui sont nécessaires et tous les éléments qui ressortent des habiletés mentales, selon une conception que vous connaissez, la performance étant un mélange de ces trois dimensions, plus d'autres dimensions dont nous parlerons après. Quand on s'est aperçu qu'on était arrivé aux limites de cette conception basée sur le physique, et que quelqu'un pouvait être bardé de muscles ou avoir une physiologie extraordinaire, mais pouvait ne pas être capable de rendre un geste efficient, efficace et économique, on s'est intéressé au domaine de la technique et des apprentissages. Et donc à partir de là, l'idée c'était de dire que c'est l'acquis qui est important, et qu'au fond, quel que soit le potentiel du sujet, bien entendu j'exagère un peu le trait, on serait capable par des apprentissages intelligents et adaptés, certains collègues parlent de 10 000 à 15 000 heures d'apprentissage, vous le diviserez par le nombre d'heures que peut faire un gamin et vous verrez le nombre d'années que ça fait quand même pour devenir quelqu'un d'expert dans le domaine des techniques, et bien que c'était ce domaine-là des savoir-faire qui l'emportait sur les pouvoirs-faire. Et puis, il y a eu une autre période qui date des années 80-90, c'est qu'au grosso modo, on s'est dit, au fond, c'est le sens que peut donner un sujet à son entraînement et donc à ses objectifs qui peut constituer le talent. Et le talent, c'est peut-être la motivation des sujets, c'est leur capacité finalement à comprendre ce qu'ils font, à s'engager, à être intelligent et à gérer un ensemble de facteurs très hétéroclites pour devenir un champion.
Et cette phrase est restée très longtemps gravée finalement. Elle est intéressante parce que vous pourriez modifier l'ordre des mots, mais je trouve qu'elle a du sens d'imaginer que finalement un champion, c'est le fruit de quelque chose qui serait le travail, le temps et le talent. Et vous remarquez que le talent est à la fin. Et ce qui est intéressant, et vous verrez c'est un peu mon discours, alors qu'on a cru pendant très longtemps repérer le talent très tôt, parfois le talent se repère à la fin, quand le travail a été effectué. Et donc très souvent, c'est quand on a travaillé la pierre dans laquelle on ne voyait que quelques onces d'or, que d'un seul coup le bijou apparaît. Bon, les pays de l'Est ont été très intéressés par ces systèmes de détection, parce qu'à un moment, il fallait obtenir de plus en plus de médailles, et donc pour porter haut les couleurs et le drapeau, ils ont enclenché des systèmes qui sont devenus d'ailleurs de plus en plus basés sur des performances précoces. Mais en tout cas, ils ont mis en place véritablement des systèmes complets de détection. Alors, des constats, je vais vous faire plusieurs constats donc, pour vous montrer que dans plusieurs domaines, on a des éléments qui nous permettent de renforcer le côté sceptique dont je vous parlais tout à l'heure. Sur les constats, on a une étude qui a marqué un petit peu. Alors, je vais me référer assez à l'athlétisme dans un premier temps, parce que l'athlétisme présente comme beaucoup d'activités mesurées. Elle permet de voir des chiffres et de les inscrire dans le temps et de voir ce qui a évolué. Une étude a marqué l'athlétisme, c'est une étude d'un dénommé Feuillepin en 1994 qui s'est intéressé à ce qu'on appelle le devenir des jeunes. Et avec d'énormes statistiques, il a essayé de voir, cet auteur, si ce qu'il restait des jeunes sportifs qui étaient montés sur les podiums dans les catégories minimes. En athlétisme, minime, c'est 14-15 ans, donc à une époque où il y avait un champion de France dans chacune des spécialités de l'athlétisme, comme vous le voyez chez les seniors. Et là, et c'est pour ça que j'ai ajouté ce mot de gâchis, l'élément incroyable qui est survenu, donc à la question est-ce que le meilleur senior aujourd'hui a été dans toutes les catégories auparavant qu'il a traversé le meilleur, eh bien la réponse est non. Un minime sur 1000 détecté à 14-15 ans intégrera l'équipe de France senior quelques années plus tard, ce qui veut dire 99% de déchets sur des gamins de 14-15 ans. C'est national. Comment a réagi l'athlétisme? C'est intéressant de le voir parce que ça renforcera un de mes discours un peu plus tard. Comment a réagi l'athlétisme par rapport à cette étude? Eh bien, elle a décidé que dans les catégories jeunes de 14-15 ans, même les benjamins, 12-13, donc 14-15 ans, elle ne décernerait plus un titre de champion de France dans une seule discipline, mais qu'elle consacrerait l'athlète le plus complet. Donc on a proposé à ces jeunes sportifs des triathlons ou des quadrathlons pour les obliger à pratiquer quelque chose qui est polyvalent, qui ressemble donc aux épreuves multiples, aux épreuves combinées, avec l'idée que parfois celui qui est venu pour pratiquer une discipline pourrait s'enrichir en allant pratiquer d'autres disciplines, et très souvent d'ailleurs celui qui est venu sur une discipline a pu être détecté dans d'autres disciplines parce qu'on a forcé donc à cette pratique polyvalente. Une autre étude intéressante de Moreau en 2010 vient rajouter quand même quelques éléments, parce que le premier enseignement, ça serait de dire, bon, finalement, on n'a pas besoin de porter un regard sur des jeunes sportifs entre 13 et 15 ans, puisqu'il ne reste pas grand-chose. Mais cette étude de Moreau dit, oui, c'est vrai d'une manière générale, mais dans certaines spécialités, il faut cependant avoir commencé relativement tôt. Alors, revenons légèrement sur le pourcentage de garçons, donc sur une étude qui est plus récente en 2010, qui sont devenus des internationaux si on regarde tous les podiums cadets, juniors, espoirs. Vous avez à droite, dans le tableau de gauche, l'addition donc de ces podiums, cadets, juniors, espoirs, et 42% donc, on va dire des 16-20 ans, atteindra le niveau d'international A. Ça veut dire que 58% qui étaient montés sur des podiums disparaîtront quelque part des podiums les plus importants. Le tableau suivant est assez intéressant parce qu'il démontre néanmoins que certaines spécialités sur lesquelles on porterait un regard, je dirais sélectif, un peu précoce, eh bien ça ne fonctionnerait pas. Alors par contre, d'abord regardons le score des épreuves combinées. Donc dans 61% néanmoins des cas, les gens qui deviennent internationaux ont été repérés chez les jeunes.
Alors pourquoi les épreuves combinées? Parce que c'est des épreuves qui demandent beaucoup d'adresse, beaucoup de coordination, une grande richesse et une grande capacité d'adaptation. Et donc on peut supposer que ceux qui ont commencé tôt le travail des 10 disciplines ont trouvé certains avantages et certaines capacités à devenir ensuite des internationaux. Mais si vous regardez les chiffres du demi-fond et de la marche, vous observez qu'avec des scores de 28%, eh bien, cela signifie que 3/4 des sportifs qui atteindront les podiums A en senior n'étaient pas identifiés ou n'étaient pas podiumables en cadet, junior, espoir. Donc vous voyez le premier élément de méfiance qu'on peut avoir sur finalement sans doute des sports à exigence technique qui permettent éventuellement d'avoir déjà une vision et d'imaginer qu'ils accéderont et que c'est une condition pour accéder au niveau, mais que dans certains domaines, très saturés en processus physiologiques d'ailleurs, eh bien, la détection ou la prédiction de la performance est très faible. Alors, il y a d'autres constats qui ont été établis. Un constat déjà, alors on va rester encore sur un des anciens de la méthodologie de l'entraînement sportif, mais ce qui a été dit par des gens comme Verchosansky, Platonov, Matveyev est parfois encore vrai. Et dans un ouvrage qui s'appelle L'entraînement sportif, Platonov raconte qu'à un moment, les systèmes de détection des pays de l'Est étaient assez vertueux parce que la formation des jeunes était poussée jusqu'à 16-17 ans avec des pratiques polyvalentes et multiples. Et que c'est ensuite, assez tardivement, aujourd'hui si on compare peut-être à nos envies de détecter de façon précoce, c'est à 16-17 ans, souvent après le pic pubertaire, que les choix se faisaient de disciplines, parce que aussi les sportifs de cette époque-là pratiquaient de nombreuses disciplines extrêmement différentes. Puis Platonov raconte que dans la chasse aux médailles et dans la chasse à la détection, les pays de l'Est ont commencé à enclencher un regard de plus en plus précoce sur des jeunes jusqu'à les sélectionner donc avant 15 ans et avant les pics pubertaires et à les mettre dans des systèmes d'entraînement tout à fait spécifiques. Et il dit qu'à partir de là, il y a eu pas mal de gâchis et qu'il faudrait revoir et tempérer les ardeurs et velléités en tout genre. Bon, maintenant, si on parle avec les entraîneurs et quand on les interroge, dans un ouvrage que j'avais écrit il y a quelques années avec Laurent Dartel, on avait interrogé les entraîneurs qu'on appelait les experts, l'ouvrage c'est les experts en question, et on leur avait posé cette question. Est-ce que celui qui est le meilleur aujourd'hui, qui réussit au plus haut niveau, est-ce que c'est quelqu'un sur lequel que vous aviez repéré il y a très longtemps? Est-ce que c'est quelqu'un sur lequel vous auriez obligatoirement misé? Ou est-ce qu'à l'époque il y avait des sportifs, de jeunes sportifs qui étaient au-dessus de lui, qui étaient d'une valeur supérieure? Et pratiquement tous les entraîneurs disent que ce n'est parfois pas celui sur lequel ils avaient misé qui a réussi. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des transformations et que le regard porté de façon précoce peut éliminer aussi des gens qui ont des capacités d'évolution dans le sport. Alors si on ne peut pas détecter très tôt et si les repères sont difficiles à prendre parce qu'il va y avoir des transformations, pourquoi mettre en place des systèmes de détection? Quoi regarder? À quel moment regarder de l'évolution des sportifs? Et, point qui va nous intéresser, puisque tout à l'heure j'ai parlé d'atypisme, est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir plusieurs voies d'accès, plusieurs collections d'aptitudes ou plusieurs profils différents qui permettraient d'atteindre le haut niveau? Et ma réponse sera oui, et je vous montrerai un exemple qui m'a amené à cette conclusion. J'ai deux joueurs là-haut que j'ai mis en photo. C'est une petite fierté personnelle, c'est Baptiste Serin et Anthony Bello. Alors je sais que l'équipe de rugby actuelle ne brille pas, mais ce sont les deux qui ont marqué des essais récemment et ce sont deux garçons que j'ai eu en formation au Krebs de Bordeaux dans le domaine du développement de la vitesse. Et personnellement, je n'imaginais pas quand ils avaient 17 ans qu'ils deviendraient des internationaux A. Donc comme quoi les choses changent, ils ont 21 ans, donc il y a encore un potentiel. Et ça veut dire que nos regards, il faut quand même s'en méfier. Alors, prenons deux exemples de deux très grands champions pour montrer qu'on a quand même de grandes difficultés à identifier un parcours unique. Teddy Riner, bon, vous savez qu'à 18 ans déjà, il était extrêmement performant, donc troisième aux Jeux Olympiques et champion du monde, donc quelqu'un qui obtient des résultats de façon précoce, on pourrait dire. Enfin, pratiquement, il était encore junior. Et puis Renaud Lavillenie, dont tout le monde connaît la courbe, qui finalement, au même âge, si on prend l'âge de Teddy Riner à 18 ans, n'est pas identifié. Il saute 4,50 m et à 4,50 m, dans la catégorie junior, vous allez à peine au championnat de France, à peine en finale des France. Vous n'êtes pas dans les 12 meilleurs ou les 16 meilleurs. Donc dans un système classique de type pays de l'Est, Renaud Lavillenie aurait été éliminé. Mais regardez bien la pente de progression de Renaud Lavillenie,
parce que nous aurons l'occasion d'en reparler, cette pente extraordinaire. Donc, certains auteurs parlent de 2 pentes d'ailleurs de progression, donc la fulgurance des résultats, et nous essaierons d'avoir un petit repère. Peut-être que cette pente est un indicateur très intéressant de l'évolution d'un sportif à un moment donné. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Alors, il faut reconnaître que si certains sportifs jeunes n'ont pas réussi au niveau auquel on les attendait, c'est parfois parce que les systèmes de détection n'ont pas été bons. On a regardé peut-être parfois où on a conservé des gens qui étaient en avance biologiquement. Très souvent, ça a été le cas. Ou alors des gens qui étaient en avance d'apprentissage, qui avaient commencé très tôt et qui étaient arrivés déjà, pour des gymnastes, je pense, à 7 ans, qui peut-être 10 ans après, 17 ans, arrivent aussi au bout d'une aventure. Mais il y a aussi des éléments qui ressortent de la responsabilité des entraîneurs sur les jeunes. Donc je vais aller relativement vite sur quelques éléments, et bien entendu, il y en a bien d'autres, mais on peut imaginer que sur des jeunes qui étaient talentueux, et j'en ai connu une et j'en ai une en mémoire, qui a été vraiment quelqu'un de très haut niveau, mais que j'ai récupéré dans un état catastrophique, parfois la gestion du processus n'a pas été optimale. Ils ont été parfois mal entraînés ou trop entraînés parce que eh bien, la folie des résultats et l'imagination qu'on peut avoir, enfin la prospective qu'on pourrait avoir sur des résultats obtenus jeunes et de ce qu'ils pourraient devenir seniors, peut-être a créé des entourages un petit peu malsains autour. Donc notamment, un des grands vides dans l'entraînement des jeunes, c'est une des difficultés majeures, c'est la difficulté qu'ont les entraîneurs à tenir compte du pic de croissance. Et notamment de cet élément qui est particulier au moment du pic de croissance, de cette faiblesse sur tous les domaines que va rencontrer le jeune sportif, qui fait que si vous l'évaluez à ce moment-là, il est plutôt dans un état qui est inférieur de santé générale à ce qu'il était juste avant ce pic de croissance. Donc il est moins fort, il est moins endurant, il est moins adroit, il est moins souple, et donc il a tous les attributs qui permettraient de faire penser qu'il est en régression alors qu'il est simplement en pic de croissance. Donc parfois aussi une absence de ludique, l'entraînement est devenu extrêmement sérieux chez certains jeunes, parfois aussi les réponses motrices ont été stéréotypées et donc le sportif ne pourra plus les modifier parce qu'elles sont devenues une réponse unique et que le pouvoir d'apprendre ou la capacité d'apprendre n'a pas été mise en place. Parfois aussi une ultra sollicitation des contraintes psychologiques, mentales, avec multiplication de contraintes, donc compétition, entraînement, plus les 2 autres projets, donc projet professionnel et projet aussi familial ou en termes d'amis, l'obligation de réussir, parfois pas assez de temps pour récupérer. Ces ressources mentales, pour moi, elles correspondent tout à fait aux autres registres, le registre des ressources énergétiques et les habiletés techniques. Elles s'épuisent, elles aussi, par une ultra-sollicitation. Parfois aussi, les sportifs qu'on a eus qui étaient jeunes n'étaient pas autodéterminés. Ils ont souvent pratiqué parce qu'il y avait un club à côté, parce qu'il y avait un éducateur qui leur plaisait, parce qu'il y avait un groupe d'amis. Et à partir du moment où un certain nombre d'éléments disparaissent, eh bien vous apercevez que finalement, ils n'étaient pas autodéterminés, donc pas suffisamment motivés. Vous vous rappelez tout à l'heure, ce leitmotiv du talent, c'est aussi la motivation. Parfois aussi, il y a une mauvaise représentation. N'imaginez pas qu'il faudrait en passer par là pour progresser. Donc il y aurait des plateaux de l'abandon, qu'il faudrait faire de plus en plus d'efforts pour des résultats ou des progrès qui sont de plus en plus minimes. Parfois aussi, le chemin n'est pas praticable parce que la santé générale n'a pas été préparée. Et donc, dans des plans que nous avons aujourd'hui mis en place pour un petit peu faire une photographie de l'état d'entrée des nouveaux entrants, de l'état de valeur physique des nouveaux entrants, quelle que soit la discipline, on voit bien qu'il y a un problème de chemin qui n'est pas praticable pour certains sportifs qui n'ont pas les niveaux requis minimum pour pratiquer du sport de haut niveau. Et c'est quelque chose qui est assez partagé. La discussion que j'ai eue avec des chefs d'établissement à midi corrobore cet élément-là. Bon, comprenons le problème de fond. C'est un petit jeu que je vais vous demander de faire. Vous pourrez faire ce soir chez vous. C'est un jeu où vous êtes un débutant et vous allez le tenter ce soir avec vos collègues, peut-être chacun à part. Et alors c'est une tâche cognitive pour vous montrer ce qu'est l'apprentissage et ce qu'est l'avance dont peuvent bénéficier certains sportifs et pourquoi il faut faire attention au regard qu'on porte, à quel moment de leur apprentissage et leur évolution ils sont, donc il faut en tenir compte. Si par exemple je vous dis,
vous allez me dire, et j'aurai un chrono à la main, vous allez me remonter toutes les lettres de l'alphabet, de la lettre Z à la lettre N. Et vous allez remonter le plus vite possible, et moi je vais prendre un chrono, et puis je vais mettre votre performance. Il y aura le nombre d'essais en bas, le nombre de séquences, le nombre d'essais, et en haut il y aura votre performance. Et au départ, plus vous êtes haut, plus la performance est mauvaise. Donc vous allez mettre 20 secondes, 25 secondes, etc. Et puis très rapidement, parce que l'apprentissage ou le conditionnement sportif obéit à cette loi-là, plus vous allez avoir d'essais et plus vous allez réussir dans la tâche. Jusqu'à un moment où vous allez arriver sur une phase de plateau qui consiste, qui vous met en présence d'un problème qui est celui de la vitesse et de la précision. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de passer d'une activité cognitive ralentie dans laquelle vous construisez, vous remontez les lettres pour construire ce que je vous ai demandé, mais en même temps, à un moment, il va falloir aller de plus en plus vite et vous allez avoir des phases de régression parce que vous voulez accélérer, parce que vous voulez anticiper votre réponse. Et donc, si par exemple, certains d'entre vous, je l'avais dit aujourd'hui, eh bien, et si on avait eu le temps de passer le test, tu te prépares dans la matinée à cet exercice. Et puis, je fais un test de sélection avec vous tous ici. Et tout le monde s'essaye avec c'est-à-dire. Eh bien, ceux qui auraient déjà essayé ce matin auraient une avance d'apprentissage. Et ils seraient déjà dans le milieu de la courbe ou en train de descendre vers les étapes où on essaye d'être très performant. Et donc, ils auraient été détectés. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que la détection, elle doit tenir compte d'un certain nombre de choses, des capacités de transformation, mais des capacités de l'endroit où se situe le sportif en fonction de ses antécédents. J'ai dit tout à l'heure avance biologique, mais aussi avance en temps d'apprentissage. Donc, si deux sportifs arrivent au même niveau de réponse motrice, si on a un qui bénéficie, qui peut produire cette réponse motrice, mais avec déjà le double de temps de travail, on peut imaginer que celui qui est arrivé au même niveau aura des capacités de progresser plus rapidement. Alors, il y a deux notions qui sont intéressantes, sur lesquelles la recherche, l'ensemble du pôle perf est en train de réfléchir là-dessus, c'est celle des bons répondeurs. Donc, en effet, parmi vous, certains vont aller plus vite que d'autres. Ils répondent très bien à la sollicitation, au stimuli, et donc, ces bons répondeurs, peut-être que le talent ou le potentiel est là, ce sont des gens qui répondent très bien à l'entraînement, un type d'entraînement, ou en tout cas qui sont capables de trouver la configuration de réussite le plus rapide. Mais les bons transformeurs, c'est intéressant aussi. Ce sont ceux qui sont capables de changer d'une configuration de fonctionnement à une autre. C'est-à-dire qu'ils sont capables de rendre le geste, de l'organiser, de le réorganiser à chaque fois de façon qualitative. Et ça, c'est lié à l'habileté et à l'adresse. Donc on en reparle. Donc la notion de bon répondeur et la notion de bon transformeur. Alors derrière les apparences, il y a quelques années, j'avais essayé de repérer quelques indicateurs et j'avais besoin donc de regarder comment une population déterminée, intéressante parce qu'elle est obligée de traiter à la fois des éléments qui ressortent de l'énergétique et du musculaire, mais également des éléments techniques et mentaux, comment cette population évolue. Et comme j'ai été très longtemps intéressé par le monde du décathlon, j'ai dressé le profil, la dynamique de performance des meilleurs décathloniens, ceux qui avaient fait plus de 8000 points, dont certains sont arrivés au plus haut niveau, même si pendant longtemps on n'a pas eu de titres mondiaux à part ceux de Plasia et avant que Kevin Mayer arrive. Et donc vous avez la dynamique, vous avez les âges de 16 à 32 ans et vous avez le nombre de points. Le premier constat que j'ai fait, c'est qu'à 16-17 ans, si on avait voulu porter un regard sur les décathloniens en ne conservant qu'une toute petite partie de ces gens-là parce qu'ils étaient en avance, eh bien on aurait éliminé les deux que vous voyez en bas. Alors, en gros, à 16-17 ans, tout n'est pas encore joué. Par contre, à 23 ans, là où j'ai mis la flèche rouge, il y a un resserrement de la performance qui fait que là, on peut déterminer des seuils en dessous desquels on n'a jamais vu un sportif réussir à un haut niveau. Mais au départ, cette grandeur d'écart entre les performances à 16-17 ans pourrait nous amener à penser qu'il y a, au-delà de ceux que l'on a repérés, les 1, 2 ou 3 qui sont sur les podiums, des gens qui sont en place 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, éventuellement, puisque je crois qu'en athlée, il y aura des stages jeunes qui vont être mis en place, les cadets, en tout cas, c'était une idée, c'était de récupérer les 10 meilleurs. Il y a des jeunes qui vont se transformer au-delà de ce qu'on imaginait, et il faut qu'on soit capable de les accueillir et de prévoir cette évolution. Une question très importante, c'est ont-ils emprunté les mêmes voies pour réussir? Donc, qualitativement, est-ce que leur profil de fonctionnement était le même? Eh bien non, entre ceux qui étaient très matures biologiquement et alors qui avaient bénéficié d'une culture sportive parfois par les parents ou d'une excellente culture sportive par les entraîneurs et qui étaient souvent en avance biologiquement, comme j'ai dit, ou déjà très forts à 17-18 ans,
ceux qui ont réussi en bas sont plutôt des petits gabarits, et c'est des gens qui ont réussi avec des choses assez marrantes finalement. Un des sportifs que vous voyez le plus bas, donc qui n'aurait pas été repéré, lui il avait une santé générale extraordinaire chez Decathloniens, donc c'était plutôt un gabarit en dessous des normes. Par contre, capable de doubler l'entraînement, de s'entraîner 7 jours sur 7 et de récupérer, je dis souvent le terme, de métaboliser. Donc lui, par la quantité d'entraînement et par sa santé générale et par sa motivation, il était capable de doubler la quantité d'entraînement préconisée, mais donc de la dépasser. Et puis un autre décathlonien qu'on ne voit pas, mais qui est juste un petit peu à côté, mais toujours dans le socle bas, s'est spécialisé plus tard. Son père était prof de PS, il a pratiqué beaucoup de disciplines assez tardivement, tout en faisant un peu d'athlé. Et puis il est devenu champion d'Europe quelques années après, mais avec un art qui était, lui, non pas la santé générale qui est celle de celui dont je vous ai parlé, mais qui était une capacité à transformer son geste en permanence. C'est-à-dire c'était quelqu'un d'extrêmement technique et capable de tirer le meilleur parti de ses capacités. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des transformations, ça veut dire que le socle sur lequel éventuellement on peut porter un regard doit être un peu élargi et qu'il va falloir sans doute aller aussi vers la considération d'éléments singuliers et la prise en compte de profils particuliers, d'aptitudes particulières et de registres et de points forts déterminants. Parce qu'en plus, on pourrait devenir, et c'est ça le problème de la détection, s'il y avait qu'un chemin et avec des passages obligatoires qu'on aurait déterminés en termes de performance, bon, alors il n'y aurait qu'une façon de faire, mais c'est que aujourd'hui le sport nous montre qu'il y a à la fois des fondamentaux pour réussir dans une activité, mais il y a des manières tout à fait singulières de décliner son art. Hein. C'est-à-dire, bon, alors j'utilise souvent cet élément-là, mais imaginez que dans une des courses les plus simples au monde, le sprint, le 200 mètres, alors simple en apparence, hein, donc en athlétisme, eh bien, vous avez deux profils différents, mais l'un aurait pu être éliminé par les représentations qu'on avait à l'époque. Michael Johnson et Carl Lewis vont détenir tous les deux le record du monde du 200 mètres, mais avec deux signatures, on peut parler de deux signatures musculaires totalement différentes. Donc l'un basé sur plutôt la longue foulée, les extenseurs et une fréquence importante, mais une augmentation de l'amplitude. Et puis quelqu'un qui était plus fermé sur le plan de la signature musculaire, les fessiers et les ischio-jambiers, qui courait avec un pattern extrêmement serré au ras du sol. Donc on est aujourd'hui, et ce mot tout à l'heure dont je parlais de réponse atypique et de configuration particulière qui permettrait de réussir, pourrait nous faire penser qu'il y a plusieurs chemins et qu'on élimine peut-être un peu tôt un certain nombre de personnes. Et puis il faut bien reconnaître qu'il y a des sports où on peut éventuellement échapper à un profil parce qu'il y a beaucoup d'aptitudes. Par exemple, le tennis est un sport où il y a beaucoup d'aptitudes qui sont mises en jeu. Donc quelqu'un peut compenser une aptitude physique, par exemple, par une aptitude particulière perceptive, du point de vue perceptif. Donc il lit plus vite parce que finalement, comme il est moins rapide, il s'est habitué à organiser, à trouver une réponse. Et dans certains sports où le nombre d'aptitudes est plus restreint, je pense à l'haltérophilie, alors là, bon, il y a 5 aptitudes qui sont déterminantes, fortement déterminantes, mais donc la compensation est moins importante et moins facile. Bon, finalement, c'est vrai que la détection, elle est aussi en rapport avec la notion de la définition que l'on a de la performance. Donc, quand la performance avant était liée à un modèle, un seul modèle, donc on peut imaginer que les systèmes de détection étaient assez rigides et peu souples. Mais vous le savez tous maintenant, puisqu'on l'a défini comme ça, la performance. C'est un tout complexe, singulier, dynamique et incertain. Donc, à partir du moment où on a dit ça, eh bien, on comprend qu'il y a pas mal d'incertitudes, et je reviens sur le mot sceptique tout à l'heure, mais je vais quand même proposer des réponses, vous allez voir. Donc, alors, on peut toujours imaginer des petits scénarios comme celui que j'ai mis à gauche, c'est-à-dire que vous pouvez tester le potentiel physique en rose des garçons et des filles, mais après la puberté, donc, parce qu'avant, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, peut-être pour avoir des indicateurs de base, que par contre le potentiel technique, vous pouvez déjà le repérer avant l'âge de puberté parce que, on le verra plus tard, il y a une statistique qui montre, une étude qui montre que quand même, plus les jeunes ont commencé tôt une activité, plus ils ont rentré d'éléments sensorimoteurs. Alors ils n'étaient pas repérés comme des champions à 10, 12, 13, 14 ans, mais ils ont rentré beaucoup d'éléments très fins qui leur permettront de transformer, une fois que leur physique arrivera, ces qualités en habiletés. Et puis, alors bien entendu, les habiletés mentales, elles peuvent se préparer longtemps en
avant, mais ces aptitudes psychologiques qui souvent font ce petit dernier, ces 2% ou ces 3% qui permettent d'atteindre la performance, eh bien, on peut les mesurer après l'adolescence, quand les sujets commencent à s'équilibrer, quand on perçoit bien les traits et les tendances préférentielles, les points forts et les points faibles. Bon. Donc, il y a eu des schémas comme ça qui ont permis de guider un petit peu le regard. Mais moi, je voudrais vous amener vers deux éléments sur lesquels Adrien, derrière, va amener des éléments statistiques, qui sont donc deux éléments que j'avais repérés. C'est que, donc, il y a deux indicateurs qui sont signifiants quand on regarde les parcours des sportifs. C'est une progression très brutale de la performance, voire deux pentes, une pente ou deux pentes. Les spécialistes de la natation disaient que prétendaient à un moment qu'il y avait deux pentes de progression très importantes. On peut imaginer tout, on peut même imaginer, enfin celle de la Villenie existe, la pente est très importante sur plusieurs années, donc ça peut être une pente sur un temps très court mais violente, mais ça peut être une pente violente sur plusieurs années. Mais en tout cas, cette existence d'une progression fulgurante des résultats, c'est un indicateur qui est certain actuellement. Et puis un deuxième élément que j'ai repéré, dont je ne suis pas encore certain, mais qui quand même qui monte petit à petit dans les discussions et dans les constats que nous faisons, je ne sais pas si Florian pourra le dire, je crois que c'est un rapport entre les résultats des champions olympiques ou des gens qui sont montés sur les podiums et l'absence de blessures dans les 6 mois avant. On a commencé à discuter de cet élément-là, mais on observe que ceux qui arrivent au plus haut niveau sont aussi des gens qui sont arrivés à passer au travers des blessures, à les minimiser, donc ont une vision d'équilibre musculaire, d'équilibre entre toutes choses, de prévention et de prophylaxie. Alors, après qu'on ait éliminé cette notion de don et de talent, on a commencé dans une deuxième phase à parler de potentiel. Donc un potentiel, alors c'est intéressant parce que la détection, c'était justement déjà lié au potentiel. Un potentiel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, vous avez des indicateurs, mais ça peut se transformer. Ça devrait se transformer, mais vous n'êtes pas certain que ça va se transformer. Donc c'est à nouveau une difficulté. Alors, donc c'est une précaution par rapport à ce qui se faisait avant. On peut imaginer qu'on augmente un peu le regard sur les gens, on regarde l'ensemble des éléments qu'ils ont autour d'eux. Mais donc les potentiels, c'est quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc il faut être capable de détecter les éléments. Et donc ces potentiels, on est passé d'un objet qui était la notion de talent, donc à celle de potentiel, qui suppose donc des capacités de ce sportif à se transformer, je viens de le dire, mais l'une des questions que l'on a, c'est est-ce que tous les sportifs que l'on a, qui à un moment représentent sont capables d'effectuer un certain niveau de performance, est-ce qu'ils sont capables de passer à une étape supérieure, de passer d'un état à l'autre? Et qu'est-ce qui peut se transformer, au prix de quels efforts, quels coûts, quels investissements, à quelles conditions et avec quels risques? Et qu'est-ce qui ne se transformera pas ou plus? Qu'est-ce qui a été raté? Qu'est-ce qui ne bougera plus? Qui hypothèque l'évolution de la carrière du sportif? Donc petit à petit, la détection est devenue une affaire de projection ou de probabilité sur ce qui pourrait se passer si on mettait les meilleures conditions d'entraînement autour du sportif. On reviendra sur ces meilleures conditions d'entraînement. Et le tout bercé dans un monde environnemental qui peut favoriser ou défavoriser l'émergence de la performance, parce qu'il y a les qualités physiques du sportif, ses qualités organisationnelles, ses habiletés mentales, mais le sportif vit dans un monde dans lequel il gère ou ne gère pas des éléments qui sont relatifs à son autonomie, à la capacité qu'il a à gérer notamment ses différents temps, son hygiène de vie, sa récupération, et ces éléments sont particulièrement déterminants dans sa capacité à performer. Donc il n'y a pas que du physique et du constitutionnel, il y a de l'entourage et de l'entourage humain aussi autour. L'équation, elle reste quand même celle-ci, quand même, parce qu'il faut se dire que, et c'était un auteur Verkhoshansky qui le rappelle, le sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui a acquis la capacité à supporter, vraiment le mot supporter à la fois mentalement et physiquement, la plus grande quantité de charge qualitative. Et ça, c'est très important parce que à un moment, la mode a été, pendant les années 60-70, c'était la quantité d'entraînement. Tu sauras ce qu'est ta quantité d'entraînement. Ensuite, ça a été la qualité, mais la qualité nous a amené à ce que des gens parfois récupèrent plus qu'ils ne travaillent. Et on sait qu'aujourd'hui, la réussite au plus haut niveau, c'est ma capacité à supporter ces éléments-là, cette relation entre la quantité et la qualité.
Et donc, on voit bien apparaître aujourd'hui tout un travail autour des sportifs aussi, autour des phénomènes de récupération, d'accompagnement et de formation, autour de cet équilibre général du sportif. Donc, dernière phase, on est passé de la détection des potentiels, donc après avoir fait les talents, la détection des potentiels, difficile à cerner parce qu'on ne sait pas comment les gens vont évoluer. Parfois, ils sont liés à des caractères héréditaires, les capacités physiques sont liées à un potentiel héréditaire, mais aussi liées à la qualité de l'entraînement et des sollicitations. On est passé à l'encadrement des parcours d'excellence, c'est-à-dire donc une vision sur ce qui pourrait permettre d'entourer au mieux le sportif pour lui permettre, si nous n'avons pas un énorme effectif de recrutement, n'avons pas les effectifs équivalents à la Chine, d'être capable d'optimiser au mieux le peu de talent que nous avons ou le peu de sportifs de haut niveau. Donc c'est des éléments qui ont déjà existé. Par exemple, dans les années 70, les pays de l'Est qui justement avaient compris qu'ils étaient sur une mauvaise pente avec cette sélection précoce sur des indicateurs qui étaient très fermés, ont commencé à regarder la carrière des sportifs en remontant sur ce qui avait été accompli les 5-10 ans avant l'atteinte de leur plus haut niveau. Et puis, donc pour essayer de déterminer ce chemin, ce parcours. Et puis d'autres pays ensuite, dans les années 2000, ont emprunté cette voie, UK Sport, donc des pays qui réussissent très bien en sport, l'Angleterre, les Australiens, les Néo-Zélandais et les Japonais. Alors finalement, dans ce monde imparfait, sur quoi pouvons-nous et devons-nous porter notre intérêt? Et j'aimerais bien évoquer la notion de sportif parfaitement formé, c'est-à-dire que, alors nous avons une responsabilité, si nous ne sommes pas certains des résultats d'une détection que nous aurions menée, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'incertitudes dans la transformation des sportifs, on a une responsabilité du point de vue de la qualité de l'entraînement et de ce que l'on peut proposer. Donc je vais aller relativement vite, mais il y a 6 éléments qui me paraissent fondamentaux. Je pense qu'Adrien va revenir sur un certain nombre d'éléments. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des problèmes de santé générale que nous observons chez les jeunes qui rentrent en ce moment dans les pôles, il faut absolument qu'on mette un coup, qu'on impose une façon de former les jeunes qui permettrait d'avoir une vision, ce que j'ai appelé exhaustive et qualitative du développement énergétique et musculaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on s'assure qu'ils ont des prérequis dans tous les domaines, même dans des domaines où les aptitudes ne seraient pas sollicitées. Je rapporte cet élément-là, c'est que par exemple au rugby chez les avants, qui pourtant seraient plutôt déterminés pour être forts et puissants, on va dire, mais qui aujourd'hui doivent être endurants, eh bien on sait qu'un joueur qui n'obtient pas au moins 15 km/h en VMH et en avant ne pourra jamais jouer en équipe de France. Donc c'est un élément rédhibitoire. Mais quand je parle de vision qualitative du développement, je parle donc d'équilibre musculaire et de tonus et de développement de l'ensemble des aptitudes nécessaires à la pratique du sport de haut niveau. De même, sur cet élément-là, je pense qu'on va trop vite dans la spécialisation. Et moi, je serais pour qu'on redéveloppe les aventures motrices et cette EPS qui est un petit peu, qui n'est plus présente parfois parce que très vite on a isolé les sportifs de haut niveau. On n'a pas développé un large spectre d'aptitudes psychomotrices et certaines aptitudes seront néanmoins nécessaires un peu plus tard dans la carrière, alors qu'elles ne le sont pas au départ. Je pense qu'il faut multiplier les expériences motrices. L'époque de la transversalité est intéressante, donc jusqu'à certains âges, faire pratiquer d'autres activités pour apprendre à apprendre, pour apprendre à transférer et modifier son geste, et pour développer ce qu'on appelle l'habileté, c'est la capacité donc à vite s'adapter à des situations. Troisième élément, il y a un élément quand même, malgré ce que je vous ai raconté sur les réponses un peu individuelles et atypiques des sportifs, il y a une nécessaire maîtrise des fondamentaux. Donc si on dit qu'il ne faut pas sélectionner trop tôt les jeunes, par contre, une étude faite par l'IRMES et la FFAB a montré que certains gamins qui ont réussi au plus haut niveau pratiquaient déjà l'athlétisme à 10 ans, mais n'étaient pas identifiés comme des talents, mais ont rentré un certain nombre d'éléments qui font partie de ce qu'on appelle les éléments clés de réussite. Et souvent, ces éléments ayant été appris de façon précoce, ces éléments sont devenus stables et résilients, et ils ont pu construire donc une motricité dessus. Un accompagnement psychologique aussi, parce que les Français ont été très longtemps en retard là-dessus, en imaginant que seuls les gens malades ou souffrant d'un certain nombre de problèmes pourraient bénéficier de ce domaine-là. Or, nous avons tous des traits, des tendances préférentielles. Oui, Jean-François, mais il me faut encore 5 minutes. Et traits et tendances préférentielles. Et il faut que les sportifs, on les accompagne pour leur apprendre à se connaître et maîtriser ce qui constitue à la fois des points forts et des points faibles, qu'ils apprennent à les utiliser. Et je suis comme
la MOB d'ailleurs le souligne très souvent, je suis pour un développement très tôt chez les sportifs, dès l'âge de 17 ans, une sensibilisation à ces aspects-là. Un point très important, donc on est dans l'ère de la prise en compte de l'individualisation, des profils ou des singularités des sportifs. Ça ne veut pas dire qu'on enlève les éléments de dynamique de groupe, mais aujourd'hui, il n'est plus possible d'entraîner chacun comme on entraîne tout le monde. Et donc, il y a un énorme dossier qui est porté par le pôle performance sur notre capacité à typer dans des domaines extrêmement différents les particularités de chacun des sportifs pour faire avec plutôt que de faire pour faire contre. C'est-à-dire au lieu de lutter contre des éléments qui ne sont pas les points forts et qui ne pourront pas se transformer, mais jouer avec les éléments qui font que le sportif se sent bien et se reconnaît dans un type de fonctionnement. Et enfin, un des derniers points qui est important, il faut absolument que les entraîneurs se réacclimate à faire fonctionner la programmation et l'évaluation, car elle a un peu disparu. Et nous avons maîtrisé tout ce qui ressort de la charge et de la récupération, notamment cette augmentation progressive de la quantité d'entraînement. Parfois, les gens ne sont pas prêts à rentrer à l'INSEP sur des séquences qui vont se multiplier. Et puis aussi, cette détermination des zones optimales d'entraînement, c'est-à-dire la zone dans laquelle vous pouvez vous entraîner sans risque de blessure, qui peut être permise aujourd'hui par des calculs comme celui d'indice de Gabet, mais aussi toutes ces considérations autour de la santé et l'hygiène de vie, et notamment sur la récupération, puisque la charge en soi-même nous intéresse, mais c'est ce qui est récupéré de la charge qui est la plus-value. Donc j'arrive au bout pour vous dire que, et là j'irai très vite simplement, tout ça, ça passe par des cadres extrêmement spécifiquement formés et de haute expertise. Donc je pense qu'on a trop longtemps attribué l'expertise à ceux qui entraînent le plus haut niveau, mais ceux qui forment, et notamment ceux qui forment donc les futurs talents, eh bien il faut leur reconnaître cette compétence et il faut continuer à travailler dans ce domaine-là. Or je crois qu'on travaille très souvent malheureusement sur les faits acquis une fois qu'ils sont là, mais pas assez sur le processus de transformation. Quand tout à l'heure on parlait de la santé avec laquelle nous arrivent les sportifs, ça veut dire qu'en amont les choses n'ont pas été préparées. Donc je faisais l'hypothèse qu'on pourrait concevoir un guide du jeune talent sportif qu'on pourrait envoyer à tous les éducateurs de clubs dans le cadre par exemple du parcours d'excellence sportive. Et si on ne sait pas tout à fait ce qu'il faut faire, on peut en tout cas faire un catalogue des erreurs à ne pas commettre chez des sportifs dits ou appelés à devenir des sportifs de haut niveau. Bon, 2 obstacles, donc je vais très vite. Un obstacle à cette vision, c'est malheureusement dans notre système français la nomination de gens de DTN qui prennent en charge pendant 4 ans donc, des politiques sportives et qui forcément vont être évalués sur la capacité à obtenir des médailles. Et donc cette absence de vision parfois à moyen terme et à long terme. Donc on est sur l'immédiat et donc on délaisse un petit peu cette formation au profit de résultats immédiats. Et puis un deuxième élément, il y a un contexte dont il va falloir se méfier en France. Vous savez qu'on dit que les Français ne sont pas tant sportifs qu'on peut l'imaginer, ils ne sont pas sportifs au niveau où vous pouvez l'imaginer. Il y a des écarts qui se creusent, à mon avis, entre 3 instances, ce que j'appelle le triple maillage. Donc c'était un jour un Suisse qui m'a dit « mais vous bénéficiez de quelque chose d'extraordinaire dont vous ne vous rendez pas compte, les Français. Vous avez une éducation physique et sportive, vous avez un champ des cadres techniques qui interviennent, et puis vous avez des associations sportives. Et donc finalement, vous avez peu de chances de perdre des gamins dans ce maillage. Sauf qu'on observe bien des éléments que vous connaissez. L'éducation physique a eu tendance ces dernières années à se séparer du sport et même à lutter parfois contre le sport. Donc on ne reçoit plus autant de talents. Les championnats scolaires sont plus ceux qu'on a pu connaître parce que bon, il faut faire du social et avec des rapports qui, je veux dire, des objectifs qui sont très intéressants, hein, donc gérer le collectif et d'autres éléments. Mais on a un petit peu cette difficulté à voir émerger des talents de ces championnats. Dans le cadre des associations sportives, bien beaucoup de fédérations le reconnaissent, les pratiques sont de plus en plus centrées vers le loisir et la santé. Donc il y a de moins en moins d'éducateurs tournés vers la pratique de haut niveau parce qu'il faut faire rentrer des licences et il faut pérenniser souvent des emplois. Et donc dans certains sports, je me rappelle le badminton qui est devenu une pratique extrêmement pratiquée, eh bien il y a beaucoup de pratiquants pour finalement très peu de sportifs qui vont faire du haut niveau. Et puis les missions des cadres techniques qui ont changé, qui étaient très proches du terrain et qui pouvaient faire la liaison entre ces 3 domaines-là. Et donc, s'ils devenaient de plus en plus administrativement chargés, eh bien, on perdrait peut-être en liaison de toutes ces sphères. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Petite question provocatrice. Tu invites sur la fin de ton exposé à réfléchir à la production d'un guide sur l'accompagnement des jeunes talents. Il y a pas mal de fédés, je pense, qui ont déjà développé de la documentation sur comment repérer, comment détecter, à quel âge, qu'est-ce qu'il faut savoir faire dans telle ou telle discipline. Et finalement, est-ce qu'un guide à destination des jeunes sportifs athlétisés déjà, avant de partir dans la spécificité, serait pas plus utile pour éviter d'avoir derrière à retravailler sur ce qui aurait dû être fait plus jeune et sans spécialisation? L'un n'empêche pas l'autre. Donc la question que tu poses, c'est celle de l'athlétisation des jeunes, qui aujourd'hui, de façon criante, devient un véritable problème. Hein. Je vous dis sincèrement, sur le plan qu'on appelle de prévention des blessures, mais enfin qui est le plan d'optimisation des conditions d'entraînement, les résultats obtenus dans les tests, sur des tests très simples de batterie physique, sont alarmants. Ce qui veut dire qu'en amont, vraiment, les sportifs n'ont pas été préparés, à la fois sur la quantité d'entraînement qui va devenir la leur, hein, donc il n'y a pas eu de montée en puissance. Et puis, je pense que beaucoup de sports se centrent sur les éléments qui leur paraissent primordiaux. Vous vous rappelez un moment, dans la deuxième diapo, j'ai parlé de talent, c'est l'acquis ou la réponse motrice. Ils ont délaissé le champ énergétique pour faire acquérir des réponses techniques et tactiques à leurs sportifs au détriment de cet élément-là. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, quand je propose donc aux entraîneurs, Vincent, ici de Paul, tu le sais très bien, et je dis sans animosité, quand je leur dis, bah, écoutez, il faudrait qu'on ait les gamins une fois dans l'année, mais ce qui serait super, c'est 2 fois ou 3 fois, c'est-à-dire une évaluation de 2 heures, pour qu'on voit s'il y a des modifications, des transformations. Et la réponse, c'est, Norbert, on peut donner 1 fois 2 heures dans l'année, mais pas plus, parce qu'on perd une séance d'entraînement. Donc il y a à la fois une histoire de formation, mais il y a aussi, je pense que tu peux produire tous les documents que tu veux si les hommes qui portent ces documents ou qui sont en face à face pédagogique avec les sportifs, ne sont pas capables de défendre des thèses comme celles que nous défendons ensemble, bien tu as fait un document mais qui n'est pas porté à la pratique. Alors, comment les défendre? Comment les défendre? Alors, moi, je vais être net là-dessus, hein, et encore une fois, je le dis, je ne juge jamais le travail qui est fait par les entraîneurs, parce que pour moi, sont mes héros, hein, donc les sportifs et les entraîneurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme dans le cas de UK Sport, tout entraîneur aujourd'hui qui a des missions nationales doit au moins suivre des stages de formation continue de 3 fois 2 jours ou 3 fois 3 jours par année. C'est une obligation, parce que c'est un métier avec un haut niveau de responsabilité et on ne peut pas continuer à s'entraîner sans se remettre en cause ou sans réfléchir et faire évoluer son métier. C'est pas possible, ça. Donc des fois, quand je suis obligé de convaincre que c'est un point important, je pleure parce que je me dis que je dépense 2 heures ou 3 heures à défendre une thèse que n'importe qui comprendrait. Voilà, la santé des sportifs passe par leur équilibre et le développement général de leurs aptitudes. Bon, j'aurais plein d'anecdotes pour te montrer que des sportifs de très haut niveau qui ont délaissé certaines aptitudes parce qu'ils ont été à l'essentiel n'ont vraisemblablement pas pu obtenir leur médaille parce qu'ils avaient délaissé ces aptitudes. Je vous donne un petit exemple. La gymnastique avant Londres avait un gros problème avec, je dirais, une capacité durant 3/4 du mouvement à proposer des prestations de très haut niveau. Mais à chaque fois, à peu près donc à 1/4 de la durée de la fin du mouvement, des fautes étaient commises, des erreurs, et comme si d'un seul coup l'acide lactique avait pénétré, je dirais, localement dans les muscles. Donc, voilà. Donc on a fait des taux de CPK, on a été regarder un petit peu s'il y avait aussi de la lactatémie, quel taux de lactate, et on s'est aperçu qu'ils étaient extrêmement hauts très tôt dans le mouvement. Et quand on a discuté avec les entraîneurs, alors c'était plus possible avant Londres de modifier cette capacité aérobie de tamponner, ils se sont aperçus que finalement dans la formation, en voulant aller à l'activité très tôt quand les gamins avaient 7, 8, 9, 10 ans, ils ont été vers les activités gymniques, donc tout ce qui relève de la coordination, de l'équilibre, de la dissociation, etc., en délaissant un secteur aérobie qui ne leur paraissait pas important. Du coup, une des pistes, c'est que parce que vous avez laissé tomber l'aérobie, le sportif dans sa prestation ne peut plus maintenir aussi longtemps ou parfois n'est plus capable de supporter la grande quantité de charge et parfois se blesse. Donc il faut se méfier de ce qu'on délaisse à un moment. Guillaume, étudiant en master. D'abord, merci pour ta présentation. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, avec ton exemple sur le décathlon, tu montrais qu'il y avait un âge par rapport aux meilleures performances. Tu montrais un âge. Ma question, ça va être plus simple. Est-ce que tu penses que pour chaque discipline, on peut déterminer un âge avant lequel ça ne sert à rien de détecter
Dire par exemple entre 0 et 17 ans sur cette discipline, la détection est inutile puisqu'il peut y avoir une marge de progression très importante pour des athlètes un peu atypiques comme tu disais. Tu peux me la reposer la question ? Je la comprends, mais je voudrais que tu me la reposes autrement. Est-ce qu'il y a des spécialités dans lesquelles... Est-ce que par discipline, ce serait possible de donner un âge à partir du... comment dire, avant lequel il n'y a pas de détection possible ? Par exemple, sur ton exemple de décathlon tout à l'heure, tu montrais qu'il y avait par exemple deux athlètes qui, avant 17 ans, avaient des performances moyennes et qui ont progressé après 17 ans de mémoire. Est-ce que, par exemple, sur le décathlon, tu conclus qu'entre 0 et 17 ans, ça ne sert à rien de faire une détection ? Non. Alors, c'est ce qu'on alors, d'accord, je comprends ta question. C'est le poids qu'on va donner à la détection. Donc, à un moment, disons que ton regard, ce que je veux te dire, c'est... Alors, si on reprend ce cadre du décathlon, mais tous les sports devraient faire un peu le dessin de la dynamique, de ce qu'on peut regarder, de ce qui va être nécessaire. C'est vrai que les gens qui sont sur des activités gymniques vont porter un autre regard que celui que j'ai porté, parce que là, j'évoque un sport à maturité tardive. Donc, je comprends très bien ce qui va m'être opposé. Mais ce qui s'est passé avant, c'est qu'on a accordé de façon précoce un poids très important à des critères qui finalement ne seront pas des critères ou des indicateurs intéressants pour la suite. Il y a un moment où tu dois être plutôt dans une formation générale et attendre de voir ce qui va émerger. Et il y a des moments, donc 17 ans, tu peux donc imaginer un intervalle dans lequel tu peux regarder les sportifs, mais à 23 ans, tu sais que par contre, un tel qui n'est pas en dessus d'un certain seuil ne pourra pas progresser. Ce que j'ai envie de te dire, soyez très souple dans le regard que vous portez avant certains âges. De 17 ans, moi j'ai placé après le pic de croissance, où des choses peuvent évoluer, enfin, beaucoup d'évolutions peuvent se faire après. Je n'ai pas bien répondu. Norbert, si je peux compléter, je crois que l'analyse doit se faire de façon globale. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'environnement du sportif, et pas uniquement ses performances que tu vas mesurer ou ses résultats en compétition. Je crois que ce qui est important, et tu en as peut-être un petit peu parlé, c'est aussi de prendre en compte à cet âge-là la situation aussi familiale, en fait, la motivation aussi des parents, la structuration des études, aussi quel est le projet des parents, parce que les parents peuvent être un frein aussi à la progression à un moment donné, justement, de ces sportifs qui n'ont pas encore des performances des tout meilleurs à cet âge-là. Donc c'est pour ça qu'il faut se laisser aussi la porte ouverte, justement, de pouvoir suivre les meilleurs potentiels, pas les champions du moment, mais d'avoir cette analyse globale aussi dans la vie du sportif. Et c'est pour ça que tu parlais d'individualité, d'individualisation, et c'est ce qu'il faut essayer de lire aussi dans la détection. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a déjà des fédérations qui ont un système de sélection qui prend en compte cet environnement du sportif, et notamment la relation avec les parents ou son parcours scolaire? Florian, peut-être. Alors, oui, quelques fédérations se penchent sur le sujet, mais ce n'est pas encore systématique dans la détection. Bien souvent, la détection dans toutes les fédérations est principalement sur des capacités physiques. La dimension sociale est abordée, mais pas vraiment évaluée dans le sens où on évalue les limites ou les freins justement à l'entrée en pôle pour que le sportif puisse transformer. Tu parlais de transformation, que tout soit réuni pour que le sportif puisse justement se réaliser et progresser. Donc c'est un enjeu aussi important justement d'aller un peu plus loin dans la détection sur ces aspects aussi donc d'environnement du sportif. Et puis on a parlé aussi de la motivation. Les aspects mentaux aussi, c'est important dans les détections. C'est souvent quelque chose qui n'est pas visible, les aspects mentaux, mais ça s'évalue. Et donc ça doit être aussi un effort de fait de la part des fédérations aussi dans la détection. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, Florian, aussi.
pourquoi c'est difficile aussi de prendre en compte ce que tu dis, c'est qu'a priori, on peut imaginer qu'une situation favorable de style familial, équilibré, etc., pourrait permettre l'éclosion parce qu'il y aurait une harmonie dans la famille, une conjonction des motivations. Mais aussi, on a des sportifs qui tirent de la force de leur situation défavorable. Donc tu as des gens qui ont des comptes à régler aussi. Donc il faut après, au niveau des habiletés mentales et de la psychologie, travailler dessus pour que ça ne soit pas du négatif. Mais tu as des gens qui regardent tous les éléments culturels qui font que d'où viennent les boxeurs et d'où viennent les crossmen, souvent de milieux défavorisés. Donc imaginez si on regardait que les milieux favorisés, on éliminerait des gens en disant ils ne vont pas manger tous les jours, il va y avoir des tas de problèmes. Mais en fait, le sport, c'est aussi une décharge, une catharsis. Hein. C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais je complétais. Oui, je complétais, Florian. J'étais d'accord avec toi. Une des questions aussi aujourd'hui qui revient de la part des fédérations, hein, un exemple, la Fédération française de ski sur les potentiels qu'ils ont détectés. Chez les potentiels féminins, après 18 ans, en fait, ils en perdent beaucoup. Donc c'est un peu. Il y a le cas aussi dans d'autres fédérations. Après le bac, justement, les filles ont beaucoup plus tendance justement à faire le choix des études par rapport aux garçons que le choix justement de s'investir à fond dans la carrière sportive et de tenter le pari de la réussite sportive. C'est un constat, mais il y a des choses justement à travailler sur la prise en compte du genre. En tout cas, cette fédération, justement, dans la détection, mais comment on accompagne et comment on construit différemment pour que ces potentiels, justement, féminins puissent émerger peut-être plus tard, mais et construire aussi leur vie d'étudiante ou de jeune femme au début. Ouais. Donc il y a eu l'émergence en athlétisme, hein, il y a des exemples concrets, hein, Mélina Robert-Michon, qui a été médaillée sur le tas, tu pourrais en parler, hein, tu es de la fédération d'athlétisme. Donc voilà, c'est très particulier, c'est la détection, mais en tout cas les outils, Adrien en parlera, c'est quelque chose qui doit aider à construire, aider à la réflexion, les outils, avoir un balisage de ce qu'on veut. La performance à tout prix, peut-être à 15, 16, 17 ans, c'est pas la meilleure solution. C'est d'identifier les meilleurs potentiels, les meilleures transformations possibles. Mais avec les différents outils, de se mettre un balisage et pas d'avoir uniquement comme référence la compétition ou des choses mesurées aussi. Donc voilà, il faut prendre en compte ce que je disais, l'approche doit être globale et un certain nombre de choses. Alors effectivement, après, un Teddy Riner ou un Lavillenie, le diamant, il n'y en a pas tous les 10 ans. Il ne faut pas croire que la détection, on va avoir un sportif d'exception comme cela. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, au contraire, il travaille énormément en athlétisme. Lavillenie a une forte capacité de travail. Il est capable de rester sur un sautoir 3 heures. La plus grande quantité. La plus grande quantité. Voilà, donc c'est un certain nombre de choses qu'il faut lister. Les experts sont dans les fédérations, mais en tout cas, il faut avoir une certaine méthodologie et s'aider avec les outils et avoir un bon nombre d'indicateurs. Mais c'est, à un moment donné, l'expertise humaine. Les entraîneurs, l'œil du maquignon, c'est une expression qui est souvent utilisée, qui va se servir aussi à un moment donné de ces outils, mais c'est important justement aussi quand même l'expertise humaine très très forte par rapport à tous les outils que vous devez mettre en place. Mais la rigueur est importante. Tu parlais aussi de la formation des entraîneurs, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on demande beaucoup aux athlètes, mais aussi c'est vrai que les entraîneurs, je l'ai été pendant 9 ans, on ne se forme pas assez. La formation continue. Alors la formation, ça ne veut pas dire spécialement passer en salle, mais c'est-à-dire justement aller chercher de l'expertise au cours de nos missions d'entraîneur national qui vont nous aider à la réflexion, à aller plus loin, à évoluer. La performance, elle évolue, elle bouge. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps se mettre en mouvement. Et on ne prend pas suffisamment le temps quand on est entraîneur des équipes de France olympiques, justement de continuer cette formation continue et d'aller chercher des regards extérieurs pour progresser. Donc à la suite du cadrage très important de Norbert et des remarques aussi et des compléments d'information de Florian, on va laisser Adrien intervenir sur les outils et les bases de données qui permettent justement d'évaluer ou de pouvoir comparer les différents résultats de prédiction. Merci Norbert pour cette introduction plus que large. Je vais être un peu moins exhaustif sur l'approche parce qu'il y a un recul qui est moindre aussi sur le champ du haut niveau. Par contre, je vais essayer de trouver en quoi peut nous éclairer la littérature scientifique. Tout d'abord sur 4 points qui vont être assez redondants sur le côté empirique et expérience que Norbert a pu construire au fil des années. C'est sur les performances jeunes, dans quelle mesure elles peuvent prédire des performances futures.
sur les modèles de prédiction qui existent dans la littérature, sur le choix des variables, élément extrêmement difficile, Florian le soulignait, les experts sont dans les fédérations et sans eux on ne peut pas construire les bons modèles de prédiction puisque les variables on ne les connaît pas aussi bien que les gens qui font la performance tous les jours, et la spécialisation précoce. Ce papier qui est sorti l'année dernière, il me semble, sur les sauteurs italiens, donc c'est l'ensemble des meilleurs sauteurs italiens sur 20 ans, entre 1994 et 2014, c'est près de 5000 athlètes. Vous avez un code couleur, en fait, plus vous êtes dans les couleurs froides, bleues, c'est les individus qui sont assez loin des meilleures performances mondiales, et quand vous êtes dans les lignes rouges, vous êtes entre 90 et 100% des meilleures performances des Italiens, et pour certains, vous vous rapprochez des meilleures performances mondiales. Et donc, les conclusions de cette étude, c'est que l'âge d'entrée en compétition est identique, qu'on soit dans les athlètes caractéristiques bleues ou rouges. Donc, qu'on soit un athlète top level dans sa catégorie ou un athlète qui restera de niveau départemental, régional, l'âge d'entrée est exactement la même dans la compétition, dans l'entraînement en tout cas. Ensuite, il n'y a que 60% donc, des top level de ces trajectoires de performance, puisque là, vous avez l'âge en abscisse et le niveau de performance en ordonnée. Donc, vous avez l'évolution. Chaque trait représente un athlète. Il y a près de 5000 athlètes différents qui ont été évalués là pour les hommes et pour les femmes. Il y a 60% de ces top-level athlètes qui, à 16 ans, qui étaient dans les meilleures performances à 16 ans, qui ne le sont plus à l'âge adulte. Donc une déperdition de 40%. Et seulement 10 à 25% étaient au niveau à 16 ans. Donc ça souligne ton étude avec la feuillade, c'est ça ? Sur l'athlétisme en France. Il y a le niveau de performance à 16 ans n'est que très peu discriminant dans la performance future, en tout cas pour le très haut niveau. Dans cette étude aussi, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'il montre. Il montre que les meilleures performances pour les athlètes qui sont catégorisés top level, entre 97 et 100% des meilleures perfs, ont des niveaux de leur meilleure performance est atteinte plus tardivement, que ce soit sur le long jump ou sur le high jump, donc en saut en longueur et en hauteur. Et autre point, c'est que pour ces athlètes qui vont atteindre les plus hauts niveaux de performance, les marges de progression entre 13 et 18 ans vont être plus importantes. On le voit ici pour les hommes et pour les femmes. Ça peut être un peu moins clair par moment, mais quand on globalise l'ensemble, finalement, la capacité à progresser entre 13 et 18 ans semble plus importante que le niveau de performance pris tel quel brut à 16 ans. Donc, ce qu'on retient de ce premier papier sur les athlètes italiens, c'est que l'âge d'entrée en compétition est identique pour les meilleurs ou les moins bons, que les meilleures performances apparaissent plus tardivement pour ceux qui sont top level, qu'il y a une plus grande progression pour ces athlètes très haut niveau entre 13 et 18 ans. Et puis, ces deux indicateurs un peu clés, 10 à 25% des athlètes étaient haut niveau à 16 ans dans la catégorie, sous-catégorie du très haut niveau par la suite, et 60% des athlètes catégorisés haut niveau à 16 ans ne le sont plus et sont plus du tout au sein des radars plus tard. Donc, sur cet aspect-là, la performance avant 16 ans est une variable qui est très peu prédictive pour la haute performance à l'âge adulte, en tout cas pour les sauteurs en hauteur et en longueur italiens. Pour autant, la progression entre 13 et 18 ans semble être une variable qui est peut-être plus intéressante et pertinente à regarder. Deuxième aspect, quand on vient sur les modèles de prédiction, donc là c'est un peu le bazar aussi là-dedans, c'est un peu la quête actuelle de réussir à bien prédire, que ce soit l'exposition au risque, donc les prédictions des modèles de prédiction de blessures par rapport aux charges d'entraînement à la récupération ou les niveaux de performance des athlètes. Quand on regarde un petit peu, c'est un papier récent ça, quand on regarde dans la littérature le nombre d'articles scientifiques qui, dans leur titre ou dans leur résumé, font figure d'analyse prédictive, de détection, et qui vont regrouper donc prédiction et blessure, prédiction, donc ce qui nous intéresse ce soir, prédiction et performance, talent identification et performance, on a 61 articles. Et quand on creuse un petit peu, qu'on va voir les méthodes, dedans il n'y a que 14 articles qui utilisent qui sont pas uniquement sur des corrélations et des associations, qui vont vraiment essayer de mettre en place des modèles de prédiction, utiliser de la sensibilité, de la spécificité, catégoriser leurs modèles, utiliser des ROC curves, donc faire du travail à peu près sérieux. Donc là il n'y en a plus que 14, c'est seulement 23%. Donc on a sur les deux premiers critères, on a la performance jeune, finalement c'est peut-être pas le meilleur indicateur, comme le soulignait Norbert. Quand on veut faire des modèles de prédiction, on se rend compte qu'il n'y a que près de 20% des articles actuellement dans la littérature scientifique qui le font correctement. Donc ça devient déjà assez compliqué puisque la variable d'entrée ou de fin, selon comment on le regarde, n'est pas forcément la bonne. Et puis les modèles qui existent en ce moment pour sortir des résultats là-dessus sont rarement bons.
Deuxième exemple, le choix des variables. Essentiel. Ça, c'est l'exemple d'un travail qu'on avait fait sur l'ensemble des données des joueurs des 4 grands sports américains, donc baseball, football américain, hockey et NBA, depuis le début respectif de chaque ligue jusqu'en 2011. Donc c'était près de 250 000 performances annuelles sur plus de 50 000 athlètes. Et juste un exemple dans ce papier, on avait regardé en NBA les relations entre taille et réussite. La réussite était donc le facteur ici discriminant, c'était le nombre de paniers marqués par saison. Et on avait fait un traitement par décile de temps de jeu. Donc on avait pris l'ensemble de tous les basketteurs sur la période de 87 à 2011, puisqu'à partir de 87, il y avait une stagnation, il n'y avait plus d'évolution des tailles des basketteurs en NBA. C'était 2,01. Donc on s'est dit 2,01 m. Pourquoi ? Parce qu'il y a un épuisement du vivier mondial. Ils ont du mal à trouver des athlètes à plus de 2,01 m parce qu'ils sont pris dans d'autres sports, ou parce que c'est réellement une optimisation vis-à-vis de la taille. Donc on était allé regarder de 87 à 2011 les relations entre taille et panier marqué. Et donc traitement par décile de temps de jeu, puisqu'on s'était dit qu'il fallait un petit peu normaliser le système pour avoir autant d'intérieurs que de meneurs et que d'ailiers. Donc il y a les deux postes à l'intérieur, les pivots, les ailiers forts, ailiers shooters, arrière et meneurs, qui soient autant représentés sur l'ensemble de la distribution. Donc le décile 1, c'est les 10% des athlètes qui passent le plus de temps sur le parquet, et le décile 10, c'est ceux qui passent le moins de temps sur le parquet. Quand je dis le moins de temps, c'est quelques minutes par saison. Et donc on avait une relation qui, du décile 1 au décile 10, était à peu près comme celle-ci. Donc on avait l'impression que sur les premiers déciles, ceux qui passent beaucoup de temps sur le parquet, il y aurait une relation qui serait un peu polynomiale de second degré. Donc on pourrait se dire qu'il y aurait un optimum qui, là, était identifié à 2,01 m, plus ou moins 6 cm. On va y revenir à cet intervalle-là de confiance qui est plutôt important. Et sur tout le spectre de taille, qui va de 1,60 m à plus de 2,30 m, il y a dans ce petit intervalle de taille, donc de 1,95 m à 2,7 m, il y a 50% des paniers pour le premier décile qui sont marqués, et 52 pour le dernier décile. Donc là, c'est au lieu de réfléchir en 2,01 m et d'éviter les écueils de seuil liminaire, où on pourrait dire trop petit, donc du coup on va le sortir de la détection là pour le coup. L'idée d'intervalle de performance et donc de mettre des centimètres autour nous semble un peu plus pertinente, puisque ça va éviter cet écueil là, et puis surtout on va pouvoir, parce que là on est que sur la taille pour du scoring, mais il va y avoir la taille pour du rebond, la taille pour des passes, et donc quand on parle d'intervalle de performance, un individu avec une seule taille bien évidemment va pouvoir essayer de jongler sur différents intervalles de performance. Et s'il n'est pas dans cela, là, ce que disait Florian tout à l'heure, d'élargir les variables qu'on recueille sur ces aspects de prédiction-là et de détection, ça va être de pouvoir jouer sur d'autres intervalles de perf. Donc des capacités de vitesse, de détente et ainsi de suite. Cette relation-là, on a l'impression qu'elle est valable que pour les premiers déciles et qu'on est plutôt sur un encéphalogramme plat au niveau du dernier décile. C'est juste une histoire d'échelle. Quand on ramène l'échelle, parce que ces individus jouent très peu et donc marquent très peu de paniers, mais on se rend compte que c'est plutôt similaire en termes de relation, toujours aux alentours de l'intervalle de perf entre 1,95 et 2,06. Donc ce serait plutôt indépendant du niveau de jeu, c'est ce qu'on avait pu constater. Pourquoi ? 2,01 m, c'est la taille actuelle des arrières. Et donc c'est ceux qui vont, alors il y a quelques basketteurs experts dans la salle qui vont pouvoir nous dire si c'est peut-être ceux qui ont la triple menace, à la fois pouvoir shooter de la ligne extérieure, se créer le shoot à mi-distance et vous terminer en lay-up. En tout cas, c'est un compromis. Ça peut être le compromis de taille entre des capacités la plus optimale pour réaliser des triples-doubles, peut-être. Et bien alors, ce qui devient intéressant, c'est quand on regarde un autre critère de réussite, les rebonds par rapport à la taille, on voit que la relation, forcément, elle est décalée. C'est les intérieurs qu'on prenne plus. Et on le retrouve exactement le même type de relation entre le premier décile, donc ceux qui jouent beaucoup et qui vont mettre 1600 paniers, et ceux qui vont prendre 1600 rebonds à peu près, et ceux qui jouent très peu et qui vont prendre une trentaine de rebonds. Donc là, ici, ça rejoint la notion, dans la variable taille qui a été sélectionnée, de réfléchir en intervalle de performance, parce que si on reste sur le 2,01 m, on est grillé pour prendre des rebonds. Et c'est un individu qui va faire un triple-double, on ne va pas pouvoir orienter vers une taille optimale, puisqu'on ne peut pas faire 2,01 de 18 pour le rebond et puis 1,95 pour la passe. Par contre, quand on réfléchit en intervalle de performance, un individu aux alentours de 2,01, il va être dans le compromis de ces trois variables-là. Et là, on n'est que sur la taille par rapport à deux critères de perf. Ce qu'il faut, c'est mixer les autres et les relations vont être globalement souvent pondérées et évolutives. Et puis,
là, c'était très simple, on était sur la taille. Et quand on regarde ici, c'est un résumé de papier sur le projet des médaillés de UK, parce qu'il ne faut pas se mentir non plus, sur tout ce qui va être données, gestion des données, ils sont clairement en avance par rapport à nous. Attention, la taille, c'est une variable parmi d'autres, et dont l'impact par sport, à ma connaissance, n'est toujours pas clairement établi. On n'a aucun papier ou travaux, à ma connaissance, qui va dire la taille en NBA pour un intérieur, c'est 20% de la performance. La taille pour un arrière en handball, c'est 42% dans la probabilité d'être au niveau. Ça n'existe pas parce que c'est extrêmement compliqué à faire. Et surtout, c'est dans un panel de paramètres qu'il faut identifier pour réaliser une détection qui soit à peu près fiable. Yann Lemeur, si vous ne connaissez pas, qui était ici avant et que vous ne le suivez pas sur Twitter, c'est très intéressant de le suivre puisqu'il va vulgariser l'ensemble des articles scientifiques intéressants sur le haut niveau et vous fournir des petites infographies très simples qui vous évitent, si vous n'avez pas forcément le temps ou l'appétence, de vous taper tous les papiers qui sortent quotidiennement sur des sujets. Il vous fait des petites photographies très synthétiques et résumées assez utiles. Yann Lemeur, sport, vous le trouvez. Un exemple de cette variable qui est assez pertinent, je trouve, de la taille, qui est un critère très simple sur de la détection, c'est les All Blacks. Les All Blacks, en rugby, ils sont pas mal. Hein, ils sont toujours au-dessus 91 en score World Rugby, ils sont toujours premiers. Et eux, les indicateurs morphologiques, au lieu de faire des groupes d'âge pour s'affranchir de l'âge morphologique, vis-à-vis de l'âge biologique, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des groupes par taille et poids. Donc les individus de même taille et de même poids vont tous s'entraîner ensemble. Et ce qui fait que ceux qui sont nés en janvier-février ne vont pas avoir le bénéfice de taille et de poids de ceux qui sont nés en novembre-décembre de la même année. Au lieu de s'entraîner l'année 98 avec l'année 98, ils vont mélanger ça. Ce qui fait que tout le monde va travailler les skills de manière identique, la capacité à plaquer de manière identique, les capacités de vitesse de manière identique. Et on se retrouve avec des All Blacks dont le talonneur peut mettre un cadrage débordement à un de nos centres sur le dernier match de novembre. Donc c'est une approche un peu différente. Norbert en a un peu parlé. Autre aspect, la spécialisation précoce, là, sur les 4 points où la littérature peut nous éclairer un peu, c'est est-ce que la spécialisation précoce, est-ce que rentrer très tôt dans l'activité, c'est bénéfique ou pas? Donc maintenant, il y a pas mal de papiers qui sont sortis là-dessus. Ce qui en ressort, il y a vraiment une tendance qui n'était pas le cas il y a 2-3 années, c'est que de multiplier les sollicitations dans divers sports seront bénéfiques et qu'il ne faut pas se spécialiser trop tôt. Pas spécialiser trop tôt, ça a plusieurs implications. L'ennui, déjà, si on spécialise trop tôt, on va tout le temps faire les mêmes choses, on ne va pas diversifier. Et donc d'être sur des sollicitations multiples par des sports différents va permettre de réduire un aspect qui est essentiel aussi, c'est de se mettre dans un schéma négatif de sursollicitation spécifique et donc de blessures de surutilisation. Donc ça maintenant c'est totalement démontré aussi. L'entrée très précoce dans la spécialisation d'un sport surexpose la probabilité de risque d'une blessure de surutilisation sport spécifique. Et d'un autre point qui est un peu plus philosophique et qui rejoint l'idée de Norbert, c'est l'ensemble de l'athlète global en fait. C'est son exemple de la gym tout à l'heure me parlait, si les gymnastes ont une VO2 très très faible, la capacité à soutenir les charges d'entraînement, non seulement à réaliser des figures de haute intensité et technicité dans la diagonale, se trouve altérée à la fin, mais c'est aussi la capacité à soutenir les charges d'entraînement. Donc si cette VO2 max n'est pas bien développée, c'est délétère de la partie spécifique. Et donc du coup, si les athlètes assez jeunes ne se spécialisent pas rapidement et vont vers différentes activités, ils vont pouvoir développer un panel de qualités physiques différentes. Et donc ça va être au bénéfice de la spécialisation plus tardive. Donc en tout cas, c'est ce que la littérature maintenant nous dit aujourd'hui. Donc 4 éléments qu'on regardait. Performance jeune, pas très bon pour prédire la suite. Modèle de prédiction, pas très bien fait, compliqué. Choix des variables, extrêmement dur. Il faut absolument l'œil du maquignon que Florian évoquait tout à l'heure. En tout cas, que ce soit les experts des disciplines, les coachs qui nous disent quelles variables il faut rentrer dans nos modèles, sinon on a loupé. Et spécialisation précoce, ça pour le coup, ça ne semble pas être le meilleur choix dans ce qui est publié actuellement. Bon, quelques pistes derrière ça. Approche bayésienne en natation.
On avait recueilli de 2000 à 2014 sur les 6 distances du 50 mètres au 1500 l'ensemble des perfs du top 100 avec des caractéristiques morphologiques et les vitesses. Et on a réalisé une approche un peu novatrice, on peut dire, dans le sport actuellement, qui est très utilisée dans d'autres domaines de recherche, c'est les statistiques bayésiennes. L'intérêt ici pour la détection, il est vraiment intéressant, je trouve, c'est que vous avez ce petit graphique-là que je vais vous expliquer avec une probabilité là d'aller plus vite, et donc au-dessus 50 c'est on va aller plus vite, et ici les centimètres. Donc là c'est une représentation graphique. En gros, ce que ce graphique va nous représenter, c'est l'intervalle de crédibilité de la probabilité d'aller plus vite qu'un nageur 200 mètres plus petit en fonction de l'écart. Donc en gros, ici, si on prend cet exemple, peu importe celui qu'on va prendre, si on vient là, si vous faites 5 cm de plus que la taille, si vous faites 5 cm de plus que la taille moyenne de l'ensemble des athlètes du top 100, vous avez à peu près 60% de chances d'aller plus vite sur le 50 mètres nage libre. Et donc c'est assez intéressant puisqu'en termes de détection, la taille on ne peut pas faire grand chose dessus, à part les Chinois qui ont essayé. Ils n'y arrivent pas très bien. Et c'est douloureux, il paraît. Et outre cette anecdote-là, ça permet de regarder par rapport à la distribution des athlètes que vous avez, et vis-à-vis de la taille, la probabilité d'aller plus vite par rapport à ça. Et ce qui est intéressant derrière, c'est de le coupler à du poids, à de la masse maigre, à d'autres, l'envergure, au bras de levier, et ainsi de suite. C'est un intervalle de crédibilité. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que là, ça va vous sortir, par exemple ici, vous avez un écart entre 60 et 62% de chance d'aller plus vite si vous êtes à plus de 30 cm de la taille moyenne de la population du top 100. Ça, en termes de détection, c'est assez intéressant. On arrive à des petits graphiques comme ça, où là, vous avez la probabilité qu'un nageur de 100 mètres aille plus vite que la moyenne en fonction de sa morpho. Plus le carré devient vert, plus la probabilité augmente. Et donc, si vous êtes un nageur qui... Ici, je vois pas, c'est 90 ? Il fait plus de 90 kg et plus d'1m95, vous avez une très forte probabilité d'aller plus vite que tous ceux qui sont plus petits et moins lourds que vous. Par contre, où on voit que le modèle, pas le modèle, mais que ces stats répondent bien, c'est que quand on regarde le 1500 ici, il vaut mieux, les zones vertes elles sont ici, donc il vaut mieux être vers, certes on peut aller vers de la grande taille, mais pas trop lourd. Donc ça, après, c'est des spécificités des nages et les experts de natation sauront mieux répondre que moi à tout ça. Mais en tout cas, ce type de graphique assez simple permettent d'avoir une vision sur le top 100 mondial et d'avoir des probabilités de chance d'aller plus vite selon une taille et un poids. Autre exemple, un modèle prédictif des médailles olympiques. Donc on avait fourni pour la MOP avant les Jeux. La méthode est assez simple, ça va rejoindre les carrières de Norbert en décathlon. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde sur les 4 dernières Olympiades les médaillés olympiques. C'est un peu le Olympic Pathway des UK Sports, et on regarde par où sont passés les médaillés olympiques. Donc on prend les carrières donc là on a de la chance, c'est 4 Olympiades fois 3 athlètes différents à chaque fois. Donc on a 12 individus. On va retracer en fonction de leur âge, leur performance maximale. Donc là vous avez la courbe de la Villeni. Norbert va retrouver la pente qui l'intéressait. Puis celle d'Otto, et puis des 12 individus qui vont venir se superposer. Donc là, vous avez les meilleures performances en fonction de l'âge des 12 derniers Olympiens avant Rio. À partir de ces 12 profils et meilleures performances en fonction de l'âge, on va créer un calque. Et dans ce calque-là, donc, qui est finalement le calque des Olympiens, on va situer les performances du Français. Et là, on situe les performances de la Villeni. Donc là, ici, c'est juste avant 1, 2, 3. Là, c'est avant Londres. Donc il était largement au-dessus. Et lui, sur juste ce critère-là, on aurait pu éventuellement voir, même sans ça, on s'en doutait. Derrière cette première approche, donc ça, c'est ce qu'on appelle les couloirs de perf. On regarde l'âge auquel les médaillés olympiques ont pris des médailles. C'est ici. Et là, en rouge, c'est l'âge allait avoir la Villeni au jeu. Quand on regarde la moyenne et l'écart type on prend la moyenne et l'écart type de cet âge des médaillés, on le reporte sur le couloir de perf. Sur cette gamme d'âge, la performance moyenne elle est de 5,81 m.
sur cette période. On regarde le niveau de performance, donc là juste avant les Jeux de Londres, de l'athlète français. Ses deux meilleures perfs sur ces 2 années précédentes sont à 5,99. Donc lui, il est à plus 1,94 en termes de performance. C'est en gros là, ce qui est ici, c'est on va comparer le pourcentage d'écart de perf entre les médaillés olympiques et nos athlètes français. Chaque point là, c'est tous les athlètes qu'on a testés, c'est les écarts de performance de 2010-2011 par rapport au couloir de performance olympique qu'on avait établi pour toutes les disciplines en athlée. Là, vous avez tout l'athlétisme. Donc là, vous avez les vrais positifs en vert, puisque là, vous avez les réelles places à Londres. Et ici, vous avez le pourcentage qu'on a calculé et que je viens de vous expliquer. Donc en gros, ici, là, de 0 à 6, tous ceux qui sont au-dessus, c'est ceux qui ont un pourcentage qui est supérieur au couloir olympique. Donc si on regarde que cet indicateur, normalement, ils étaient plus performants que ceux qui avaient pris des médailles aux Jeux précédents. Là encore, c'est un nouveau problème. C'est sur ces modèles de prédiction, on présuppose que ce qui s'est passé au préalable va se passer dans le futur, ce qui est rarement le cas. Donc c'est un autre ajustement qui est compliqué à faire sur ces modèles-là et que personne n'arrive trop à faire. Autre sujet. Et ici, là, vous avez ça, c'est des faux positifs. C'est-à-dire que c'est des individus qui étaient au-dessus du niveau du couloir de performance, mais qui n'ont pas fait vu que là, vous avez les places réelles à Londres, donc qui sont après 3 et qui n'ont pas fait de podium olympique à Londres. Et puis ici, vous avez les vrais négatifs, en vert ici, 381. C'est tous ceux qui avaient un niveau inférieur au couloir de perf et qui n'ont pas fait de médaille à Londres. Et puis là, vous avez les faux négatifs. C'est ceux qui avaient des niveaux inférieurs au couloir olympique, mais par contre qu'on fait des médailles à Londres. Et puis avec un point atypique ici, c'est une Russe qui s'est fait retirer pour dopage son titre, elle était à 9% en dessous le couloir olympique à l'époque. Donc là, quand je vous parlais des vrais modèles de prédiction, c'est à partir de choses comme ça, là, de vrais et de faux positifs, qu'on va faire la sensibilité, la spécificité du modèle pour voir s'il est suffisamment sensible pour détecter quelque chose. Juste avec... Alors ça, là, cet exemple-là, c'était tous les athlètes athlétisme, juste avant Londres. C'est possible dans tous les sports si, au préalable, ici, là, on a les experts des disciplines qui nous disent ce qu'il faut regarder en escrime, c'est le pourcentage de touches mises sur celle prise, et on a les bases de données pour vous apporter ça, et donc là, on peut le faire. En fait, il faut trouver le meilleur indicateur à regarder là. Ça peut être de la perf, mais ça peut être autre chose, mais c'est pas nous qui allons le deviner, parce que ce serait présomptueux. Ensuite, par rapport à ça, donc ça, c'est une première approche pour regarder qui va prendre des médailles. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute la reproductibilité de la médaille. On regarde en année N-1 et N-2 pour toutes les disciplines et tous les sports, le pourcentage de ceux qui, au championnat du monde, en N-1, N-2, ont fait premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la 60e place, et qui ont réussi à être premier, deuxième ou troisième aux Jeux Olympiques. Donc là, c'est un exemple pour l'athlétisme. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que là, 29% des champions du monde en année N-1 ont réussi à être champions olympiques l'année suivante. Et puis, en argent, là, c'est 11% des champions du monde ont réussi à être deuxième aux Jeux olympiques l'année suivante. Et 14% pour le bronze. Et ça, on le fait pour toutes les places et on incorpore ce score de reproductibilité par sport et par discipline. Quand on regarde juste l'écart de perf, on aurait pu déceler 52% des médailles olympiques. Juste la reproductibilité, 49%, donc c'est bien. Pile ou face, c'est pareil. Quand on module les deux, on arrive à 60% de bonnes prédictions. Et on peut rajouter 10% avec deux autres variables qui sont l'écart de pente, que Norbert avait évoqué tout à l'heure, et l'âge au pic de performance, qui revient un peu à la question de l'étudiant de tout à l'heure. Est-ce que ça ne sert à rien de détecter avant 16 ans? Ça dépend de l'âge au pic aussi. Si vous êtes sur des disciplines où la maturité est plus tardive, ce n'est pas la même question que sur des disciplines où le pic de perf il a 20 ans. Donc l'écart de pente, une autre variable qu'on rentre, c'est on va comparer, en rouge là vous avez la pente du couloir de performance, donc tous les athlètes qui ont pris des médailles aux Jeux Olympiques entre là ici 19 et 22 ans, cette pente de progression, et on regarde la pente de progression de l'athlète en question, la Villeni, et on les compare. Et là on voit que la Villeni a une pente de progression qui est bien supérieure à celle des athlètes de l'époque. Donc certes il est en dehors du couloir olympique à ce moment, mais il a une pente de progression qui est tellement importante qu'il ne faut pas l'exclure celui-ci, si on regarde que la perf. Autre variable, c'est l'âge au pic de performance. On regarde la distribution des médaillés. Donc là, c'est le 100 mètres masculin. Et on regarde sur la distribution où est le pic de perf. Et on va situer l'athlète français aux futurs Jeux Olympiques. S'il est très loin de l'âge au pic,
on va lui attribuer un score plus négatif que celui qui aura exactement 24 ans lors des Jeux Olympiques. Et donc en faisant ça, on fait un scoring. La première étape qui avait été faite par des étudiants chez nous avec une approche linéaire de ces différentes variables nous amenait à 62%, il me semble. Donc bien sûr, les relations ne sont pas linéaires, il faut mettre d'autres modèles derrière et c'est ce qui nous a amené à ça. Florian peut en témoigner, ce qu'on leur avait fourni avant la finale du 100 mètres et on ne l'avait pas fini celle-ci, mais celle qui était inversée. Ça, c'était avant les championnats du monde. Donc avec juste ces 4 variables là, c'est simple à construire, on avait sorti une probabilité de podium et une place prédite. Et c'était quand Usain Bolt ne sortait pas et que Gatlin faisait ses super temps. Usain Bolt bat Gatlin au championnat du monde juste avant les Jeux. On avait refait tourner le modèle et c'est le mail qu'on avait envoyé à la MOP. Bolt était premier, Gatlin en 2 et voici le reste de la finale qu'on avait pu prédire, qui est assez proche de ce qui s'est passé. Certes, c'était assez facile, on n'est pas parti sur le canoë-kayak, on est parti sur l'athlétisme. C'est un petit peu plus métrique et simple, et au niveau écologique, plus facile à appréhender. Et puis actuellement, ce qu'on est en train de faire, on a une thèse d'Arthur Leroy qui est sur l'application au problème de la détection dans le sport de haut niveau de tout ce qui va être big data et deep learning. Lui, il veut mettre en évidence, cette thèse, c'est de mettre en évidence le profil champion, si c'est possible, de prédire les performances atteignables par un jeune sportif. L'idée, c'est de pouvoir dire, il y a un Pôle France ou même avant un Pôle France, la Fédé qui vient nous voir et qui nous dit, on a 32 athlètes qui ont 17-16 ans, ils ont tous le même niveau de performance. Est-ce que vous pouvez nous dire, parmi ces 16-là, avoir un outil d'aide qui pourrait nous dire, selon certaines variables, lequel a le plus de chances d'atteindre une performance plus haute. Donc bonne chance à lui. L'intérêt, c'est aussi de déterminer l'influence des différents facteurs sur la performance, le club, l'âge, l'entraîneur et toutes les variables qu'on a, et donc d'implémenter un outil de suivi et de détection des forts potentiels pour les fédés. Alors pour ça, il y a de quoi s'amuser, puisqu'on a une base de 10 millions de lignes sur 10 variables en natation, 20 millions sur 10 variables en athlée, et puis alors là, on est sur du très lourd en termes de volume. Pour faire du big data, il faut de la volume, il faut du volume, il faut de la variété, il faut de la vitesse. Là, on a le volume. Les variétés, on va l'amener grâce à l'Aviron notamment, qui eux ont des données beaucoup plus qualitatives, c'est-à-dire les données de VO2, les données de test ergo, des données de créatine kinase, de lactatémie, sur une base assez longue et historique sur les meilleurs athlètes français. Et donc il va tester les grands axes du big data pour essayer de voir si on peut créer un outil de suivi, d'aide à la détection. À notre connaissance, c'est la première thèse de ce type-là en France sur des données de haut niveau, parce que les fédérations qui ont des bases aussi conséquentes pour pouvoir travailler de cette sorte sont assez rares, mais il ne faut pas se mentir non plus. Son principal objectif, c'est de tenter de réduire un tout petit peu l'incertitude qui est inhérente au sport de haut niveau. Et s'il arrive à faire ça un tout petit peu, c'est déjà bien. Merci. Tu pourrais me dire quelle est la spécificité de l'approche bayésienne et pourquoi vous l'avez utilisée en natation? Ok. S'il te plaît. La spécificité, c'est une approche qui est plutôt très intéressante parce que tu pars d'un postulat a priori au début et tu vas regarder une distribution a priori et tu vas la comparer à ta distribution des super athlètes ou des athlètes lambda et tu vas taper en termes de probabilité dedans. C'est un petit peu comme l'approche qu'avait pu faire Norton Zeod sur la probabilité de détecter dans une population générale des individus qui ont les prérequis en poids et en taille pour faire de la NBA. Et tu vois, dans les années 1900, ça a 10%. Et quand tu arrives dans les années 2000, tu as 0,01%. Donc c'est aller en termes de probabilité, taper dans la distribution actuelle vis-à-vis de ta distribution a priori où on se dit être plus grand sur le 50 mètres, ça va être plus massif, ça va être important. Et l'intérêt là-dedans, c'est que c'est pas fréquentiste comme la plupart des approches qui se disent faire ça, c'est que tu as un intervalle de crédibilité et ça te sort une probabilité d'aller à une vitesse, une probabilité d'être détecté, une probabilité par rapport à tes données que cet individu-là soit en top 14 plutôt qu'en termes de morpho, plutôt qu'en deuxième division italienne. Je dis ça parce que c'est Fancini, un Italien qui a fait ce type d'approche sur un papier sur les données des rugbyman italiens. Et surtout, c'est que tu as un modèle et tu vas tester son minimum
de crédibilité. Et quand le modèle explose, là, ici, là, quand tu vois que ça passe au-dessus de 0,1, ces données-là sont plus valides parce que par rapport à ta distribution, toi, que tu as, quand tu vas aller chercher tes échantillons, il dit là, l'échantillon il est trop petit. Et donc, du coup, les conclusions que tu vas en sortir, elles ne sont pas suffisamment étayées d'un point de vue nombre et population pour pouvoir en déduire quelque chose de solide. Là, il est fait sur quelle population? Le top 100, là, c'est le top 100 natation hommes et femmes de 2000 à 2014. Bonsoir, vous avez parlé de rugbyman italien, je voulais rebondir par rapport, là on parle pas mal de détection dans les sports individuels et mesurés. Est-ce qu'on pourrait reproduire des schémas presque identiques sur des sports collectifs? C'est pas pour rien qu'on commence par les sports individuels et mesurés. C'est que tu mets un autre niveau de complexité là. Parce qu'en fait, il faudrait avoir le catalogue parfait, si tu le trouves, tu nous l'envoies, pour l'activité rugby, quelle est l'importance des qualités de vitesse, des qualités de puissance des membres inférieurs, de puissance du haut du corps, de technique de passe à gauche, technique de passe à droite par poste, par niveau. Donc une fois que tu as trouvé ce catalogue, après, ça c'est pour un individu. Et cet individu va aller se fondre dans un collectif. Et il faut du temps de partage avec ses coéquipiers pour avoir les automatismes, les courses, les leurs. Et donc, il faut intégrer tout ça. Donc, la partie détection sur les sports co, elle est individuelle pour l'instant, puisque la partie évolutive et comment ça interagit dans un groupe et comment un joueur devient meilleur parce qu'il est au contact d'un autre, ça, j'ai pas vu de modèle qui parle de ça. Non, et je pense c'est beaucoup plus dur. Ouais, la détection est individuelle et je pense que la formation aussi derrière est individuelle. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, en pôle espoir, comment ça fonctionne, c'est que les jeunes qui sont en pôle espoir ont un club aussi à côté. Mais ils s'entraînent donc toute la semaine en pôle espoir et les clubs les récupèrent simplement une fois par semaine. Et ils sont stéréotypés, individuels. Et dès qu'ils rentrent dans un collectif rugby, en fait, ils sont encore dans une logique individuelle et n'arrivent pas forcément à se fondre en fait, dans cette dimension collective du rugby. Et c'est le problème, je pense, qu'on a aussi sur la scène internationale, c'est que si on reprend le premier test match contre les All Blacks, nous, Français, on a su dire Antoine Dupont, le demi-mêlée a été super bon, mais les All Blacks qui, eux, pourtant nous ont mis 40 points, on n'a pas su dire quelqu'un était meilleur qu'un autre, mais il y avait une dimension collective qui était prioritaire et pas d'individualité, quoi. Donc là, tu es en train de réveiller Norbert. Et là, on est parti pour un bout de temps, parce qu'en plus, c'est rugby. Bon, alors je ne reviens pas sur la formation technico-tactique des joueurs de rugby, parce que je pense qu'il y a autant de cas que de pôles. Par contre, je pense que tu dois le savoir. Alors, la Fédération de rugby, elle fait quand même quelque chose depuis 10 ou 15 ans, c'est qu'elle compile tous les résultats des tests physiques, tu vas voir, je vais revenir sur ta question, de tous les pôles. Donc, les 30 gamins qu'il y a, chaque année, tu le multiplies par 20 pôles à peu près, et tu le multiplies par 10 ans, etc. Ce qui fait qu'elle a des abacs très intéressants qui permettent de savoir, quand un gamin de 17 ans qui est appelé à jouer comme un avant, sur l'ensemble des qualités physiques, s'il est plutôt d'un registre dans la norme, des réponses qui ont été entérinées, ou s'il est plutôt faible. Rappelle-toi ce que je disais tout à l'heure, un avant devra avoir au moins 15 de VMA pour pouvoir espérer jouer en équipe de France. Et là, on ne peut pas faire le reproche à la Fédé de rugby de ne pas avoir compilé beaucoup d'informations. Alors donc j'inverse ta question, c'est par rapport à une qualité technique. On sait par contre le registre physique qui est manquant ou sur lequel on pourra imprimer du travail. Tu as compris donc ma réponse. Voilà, on a des informations avec des valeurs en termes de drapeau rouge, orange et rouge et vert. Point fort, point moyen et point à travailler fortement, sinon c'est rédhibitoire. Les Néo-Zélandais ont été montrés en exemple tout à l'heure, mais eux ils font jouer les gens très souvent en sélection, mais aussi en championnat des provinces. Et ils construisent une intelligence collective avec des qualités physiques d'athlètes indéniables. Et donc il n'y a pas que la dimension physique. Tu as parlé de facteurs multiples tout à l'heure, mais en sport collectif, le référentiel collectif de jeu est quand même un facteur de réussite. Quand même Thierry, je réponds juste parce qu'Adrien, il y a une réponse sur la réussite des doublettes ou des tandems de joueurs en fonction du nombre de sélections, du nombre de fois pendant lesquelles ils ont joué. Bon, il va en parler juste après, on se faisait signe là-dessus, mais... sur le plan des qualités physiques, c'est marrant comment... alors moi qui étais 8 ans en pôle, sur ce sport-là, on a été soumis à des influences et des tendances très fortes. Je raconte souvent qu'au départ, je suis recruté pour développer la vitesse et la réactivité des joueurs. Donc les deux gamins que vous avez vus là-bas sortent de cette époque-là. J'ai 3 séances par semaine, enfin on va dire 2,5. Une séance, une semaine 2, une semaine 3. Et donc il y a un fort accent parce qu'on veut produire des joueurs extrêmement rapides. Et d'un seul coup, changement de cap de la part de la Fédé, on veut des joueurs très forts,
très puissants, et d'un seul coup l'inversion se fait, 3 séances de musculation par semaine et une séance de vitesse. Et donc vous avez un peu le résultat, qui n'explique pas tout, mais de joueurs que vous voyez aujourd'hui qui manquent de réactivité et qui sont plutôt forts, mais bêtes dans le fonctionnement, quoi. Enfin, voilà. Sur l'aspect construction collectif ou collectif des All Blacks, on a essayé de réfléchir à un indicateur de sélection, on l'appelait sélection cumulée partagée. Ce qu'on fait, c'est avant chaque début de match, on va regarder, c'est un indicateur un peu du jouer ensemble. Combien de fois le pilier gauche, il a joué avec le talon, le pilier droit, les deuxièmes lignes, les troisièmes lignes et l'ensemble des autres joueurs. On fait pareil pour le talonneur. Et ça va créer un index qu'on appelle les sélections cumulées partagées. Ici, vous avez l'évolution de cet indicateur, sélection cumulée partagée, pour la Fédération française de rugby. Vous avez la première ère Laporte, la Coupe du Monde, deuxième ère Laporte, Lièvremont et PSA. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Laporte, à chaque fois, il a à peu près 2 patterns similaires. Après la Coupe du Monde, il fait le premier tournoi à destination, là, ces matchs-là, avec le groupe qui est... c'est pas exactement le même que le cycle précédent, mais ils gardent pas mal de vieux briscards et ils les emmènent à la tournée destination. Ils font cette tournée-là et puis à partir des tests d'été de novembre, il va chercher des nouveaux joueurs, ou en tout cas des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, et il les laisse jouer ensemble et progressivement ça va créer un indice qui va monter. Il y a vraiment une démarche tout autre. Lui, dès le début, il est allé chercher les paras, les traducs qui étaient inconnus à l'époque, qui avaient 19 ans, et il les a maintenus, dans la victoire comme dans la défaite. Ça, c'est une autre étude qu'on avait fait au préalable. On avait regardé les relations 2 à 2 des joueurs, et sur le 15 de France, quand on regardait la charnière, c'est peu importe qu'ils perdent ou qu'ils gagnent au début, si tu leur laisses le temps, ils vont avoir un phénomène de convergence, ils vont avoir un pourcentage de réussite qui va être au-dessus de celui du 15 de France. L'exemple Wilkinson, il n'était pas très bon au début. Tu les laisses jouer ensemble, ils vont créer des automatismes qui vont les rendre plus efficaces. Donc là, Lièvremont, une pente, c'est presque linéaire, ce qu'il nous a fait lui. Et puis là, PSA, il garde à peu près le groupe de Lièvremont. Et puis après, il commence en mode un peu Laporte. Et puis il va constamment tester des nouveaux joueurs. Il ne va pas pouvoir créer un indice de sélection cumulée partagée haute. Et quand on compare aux All Blacks, les All Blacks en noir, ils sont sur une dynamique un peu différente. Ici, là, vous avez le quart de finale quand ils nous jouent la dernière Coupe du Monde. Donc eux, ils ont un indice de sélection cumulée partagée qui est aux alentours de 3000, alors que nous, on est à 1000. Alors certes, ils ont des Richie Mako, Mealamu, Dan Carter, Mahanonou, Conrad Smith, qui ont tous 100 sélections et à peu près 100 sélections ensemble, et qui, avant de venir prendre du fric dans les championnats européens, jouaient tous aux Crusaders ou aux Highlanders. Donc non seulement ils jouaient tout le temps ensemble en sélection, mais aussi en province, comme tu le disais. Et puis eux, ils sont sur une dynamique de progression qui est un peu différente. Ce qui est assez marrant, c'est que cet indice de sélection cumulée partagée, vous avez un score World Rugby qui est très très bien fait. Chaque fois que vous faites un match contre une équipe, les All Blacks ont 92 points actuellement, les Anglais sont passés au-delà 90, nous on est loin derrière vers les 77 ou 76 points, et donc ce score est mis à jour vis-à-vis de qui vous jouez. Si nous on avait battu les Blacks, on aurait pris beaucoup de points. Il s'est mis à jour à chaque match. Et cet indicateur de sélection cumulée partagée aide à la prédiction de qui va gagner ou perdre quand on le rajoute au ranking de la World Rugby. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fois pour les Néo-Z comme pour les Italiens, alors les Italiens, c'est un mauvais exemple de nation qui était moins bonne parce ils étaient moins bons, mais là c'est pas sûr qu'ils soient moins bons aux prochaines 6 nations. Mais en tout cas, à chaque fois qu'en vert vous avez les matchs où il y a eu victoire, et pour toutes les nations, lorsqu'il y a victoire, la sélection cumulée partagée est supérieure que lorsqu'il y a défaite. Et autre aspect, on a regardé aussi les analyses dynamiques de la construction de groupe entre les Français et les All Blacks. Et là, c'est un exemple de Laporte en 2003. Les points roses, c'est les athlètes qui sont emmenés à la Coupe du Monde, qui va avoir lieu là en 2003. Donc à partir de 2000, on regarde la cinétique de construction des groupes. Et les traits, quand ils sont roses entre les joueurs, c'est les liens. Plus il est épais, c'est plus ils font des matchs ensemble. Et les traits gris, c'est plus il est épais, plus les joueurs ont joué ensemble. Et les traits gris, c'est ceux qui vont relier des points bleus à des points bleus ou roses, c'est-à-dire que c'est des mecs qui ne vont pas être emmenés à la Coupe du Monde. C'est bon, vous avez des questions? Parce que c'est un peu barbare, là, comme ça, le soir, de vous envoyer ça.
Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, en 2000, Laporte, il prend des joueurs. La première année, il essaye beaucoup de joueurs. Son groupe n'est pas établi. La deuxième année, il commence à avoir un dessin de son groupe. Il en teste encore. À partir de 2002, il en teste quelques-uns, mais on peut présager du fait que c'était blessé. Et puis, le groupe est établi et ils jouent ensemble et il augmente la densité de son réseau. Il augmente le nombre de places. Et là, ici, si vous pouvez le faire nominativement et là sortir un athlète. Au milieu, c'est pas nous qui décidons de mettre un point. C'est que ce point-là est central. Par exemple, avant la Coupe du Monde, la dernière, UG, il était en plein milieu du système Laporte. Il se pète les croisés au premier match, il est sorti, le réseau, il explose. Donc, c'est-à-dire que la densité du réseau est plus du tout la même. Lui et Maestri étaient en plein milieu. On enlève UG, le réseau éclate, et donc du coup, la cohésion collective, à travers juste cet indicateur de jouer ensemble, est plus du tout la même. Et puis vous avez Saint-André qui... Et puis là, ici aussi, il y a une anecdote marrante. Ça, c'est juste avant la Coupe du Monde 2007. C'est la tournée d'été. On va avoir des doublons avec la demi-finale et la finale du top 14. Et donc, du coup, on envoie un groupe aller prendre 3 tôles contre les All Blacks qui ne jouera pas la Coupe du Monde, mais la moitié du groupe va jouer la Coupe du Monde. Et en fait, ça, là, ces joueurs-là, c'est un choix par défaut. Le sélectionneur est obligé de prendre des joueurs. Et il ne peut pas prendre ceux qui font la finale et la demi-finale du top 14. Donc c'est très différent des All Blacks, ça aussi. Je ne sais pas si je les ai là. Bah voilà, la Nouvelle-Zélande, avec donc des joueurs qui sont emmenés. La taille du rond est proportionnelle à leur nombre de sélections. Et donc c'est très resserré. Vous voyez ici, il n'y a presque pas de blanc. Ils jouent tout le temps ensemble. Et là, la France, où on a un réseau qui est beaucoup plus éclaté sur la période de PSA. Oui, pour compléter les propos d'Adrien, à la MOP, on a beaucoup sollicité l'IRMES lors de la dernière Olympiade et encore actuellement. Les données, les datas, je crois qu'aujourd'hui, la France, globalement, par rapport à la concurrence étrangère, on est en retard. Donc, ce n'est pas les données qui vont faire la performance, mais c'est très important pour la réflexion, l'analyse qualitative de la performance. Et tous ces éléments permettent justement aussi le questionnement au sein des fédérations, justement sur les modèles de performance qui vont être posés, de comprendre un petit peu sur ce qui s'est passé, comment la performance évolue. Et c'est très important dans la méthodologie, justement, d'aborder et de prendre cette question de traitement des données, des datas, justement, dans l'avenir justement de la planification. On parle aussi avec Thierry Solaire du pôle performance justement d'amener les fédérations justement à agréger un bon nombre de données et puis d'utiliser les big data. Alors après, on ne peut pas tout traiter, mais ce qui est pertinent et ce qui est important dans la performance, c'est bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, aux entraîneurs de l'identifier et on ne peut plus parfois justement, je parlais de l'œil du maquignon, c'est très très important, mais on a besoin aussi quand même de données objectivables pour être beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis dans la planification de l'entraînement. Voilà, donc beaucoup de choses ont été dites dans les deux présentations. Merci à Norbert et puis à Adrien, vos présentations qui étaient très approfondi, avec deux versants un peu différents, très complémentaires. J'ai parlé de la formation des entraîneurs, donc la formation initiale, mais la formation continue des entraîneurs des équipes est très 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 importante. Et puis le métier d'entraîneur aussi aujourd'hui fait appel à un bon nombre de spécialistes, un bon nombre de données. Et donc, comment au quotidien on gère ça, comment on traite l'information rapidement, parce que l'entraîneur aussi doit prendre des décisions aussi très rapidement au quotidien. Et aujourd'hui, on avait une fédération, on recevait une fédération, je ne vais pas dire quelle fédération, mais il y a des manques un petit peu, même sur des basiques dans l'entraînement. Donc, une planification d'entraînement, c'est de prévoir quelque chose, mais après, dans le réaliser, il n'est pas toujours bien pris en compte. Et Norbert parlait tout à l'heure aussi de la blessure. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y avait une planification, un contenu d'entraînement qui devait être réalisé, mais peut-être que des chronos ou le nombre de répétitions n'étaient pas bien évalués. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui, pour performer au plus haut niveau, qui n'est pas possible. Il faut vraiment beaucoup plus de rigueur et d'exigence dans ce domaine. Voilà. Merci.